Bonjour Olivier, Bonjour Raphaël. comment ça va après ce petit Orval partagé? Très bien, très bien. On est très bien accueillis ici, dans cette très belle salle en plus. On n'allait quand même pas rater l'Orval. Pour ceux qui ne te connaissent pas encore, à mon avis il y en a plus des masses, je vais tenter de te présenter, tu me diras si j'oublie des trucs. Tu es biologiste, directeur de recherche à l'INRAE, qui est l'Institut de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. Tu es auteur de plein d'articles scientifiques sur la biophysique, le développement végétal, qui montrent notamment comment les plantes utilisent les forces pour percevoir leur propre forme. On en parlera tout à l'heure, c'est passionnant. Tu es directeur de l'Institut Michel Serres. Tu contribues à plusieurs projets dans les domaines de l'art, de la science, de l'éducation, autour des enjeux existentiels de l'Anthropocène. J'ai bien copié ta petite bio. Tu as reçu de très nombreux prix et tu es aussi l'auteur de toute une série d'ouvrages qui vont nous intéresser aujourd'hui. Si ça vous intéresse, ils sont en vente à la sortie de cette conférence. Comme la semaine prochaine, c'est Black Friday, il n'y a pas de réduction. Vous pouvez à la rigueur négocier une dédicace gratuite avec Olivier, si vous voulez après, s'il est d'accord. Pour être sûr que je n'oublie rien, j'ai quand même pris des notes. Est-ce que tu pourrais juste nous parler un tout petit peu de l'Institut Michel Serres, brièvement, pour ceux qui ne connaissent pas? Alors ravi d'être là. L'Institut Michel Serres, c'est un institut qui a été fondé par Michel Serres. Donc Michel Serres, un philosophe du terroir et des techniques, comme j'aime bien dire, un philosophe des sciences plutôt, qui a écrit beaucoup de bouquins, de textes sur la société, philosophie sociale, quoi, et qui a écrit Le contrat naturel en 90. Et le contrat naturel, je rentrais directement dans le vif du sujet, le contrat naturel dit que la loi de l'offre et la demande n'a aucun sens. Parce que la loi de l'offre et la demande, c'est des humains qui s'échangent des biens et des services en faisant l'hypothèse que la nature est gratuite et illimitée. Et ben, ça, c'est extraterrestre. La loi de la vie, ce n'est pas la loi de l'offre et la demande, c'est la loi des besoins et des ressources. Et donc, quand on pense besoins et ressources, c'est un peu subtil, mais quand on pense besoins et ressources, les humains s'échangent des biens et des services, mais la nature est un troisième partenaire. Donc c'est un billard à trois bandes. Et ça change tout. Donc ça, c'est voilà, la source, disons, du contrat naturel. Le contrat naturel, donc c'est le droit, la biologie. L'Institut Michel Serres a été fondé par des biologistes et des juristes. Donc on est vraiment dans le contrat naturel. Donc ça, c'était fondé par Michel Serres et Johan Negrosciu. Et donc on a fait des actions, des formations, des écrits aussi. Et donc ça vit toujours aujourd'hui. Voilà. Magnifique. Je me suis permis d'ajouter aussi ton cours sur sator.fr, que je conseille à tout le monde. C'est une plateforme de formation en ligne avec des cours presque des masterclass, vraiment des masterclass. Vous y trouvez Arthur Keller, Charlène Descolonges, évidemment Olivier, avec Construire la robustesse. C'est moins cher qu'un abonnement Netflix et vous avez accès à des tas de formations hyper intéressantes, donc n'hésitez pas à y aller. Tu contribues aussi au site larobustesse.org que je vous conseille d'aller visiter. Pas maintenant, s'il vous plaît. Est-ce que j'aurais oublié quelque chose, éventuellement? Non, je crois que c'est tout. Il y a aussi le site institutmichelserres.fr, voilà, si vous voulez aller en ligne aussi. Bon, il y a aussi d'autres sources. Parfait. Alors, je propose d'explorer avec toi ce soir cette notion de robustesse de performance et peut-être d'abord en première partie essayer de définir un peu tous ces concepts, de savoir de quoi on parle. Ensuite, on verra d'où on part pour en arriver là, à ce culte de la performance. Et enfin, la partie, à mon avis, qui sera la plus intéressante, c'est de voir comment est-ce qu'on applique cette robustesse dans la réalité, parce que les concepts, c'est bien, mais le faire, c'est mieux. Moi, j'aurais une première question, parce que tu es biologiste de base, donc tu observes le vivant, et je serais curieux de savoir comment, à partir de l'observation du vivant, parce qu'on imagine des gens enfermés dans un laboratoire, on peut arriver à développer une notion de robustesse comme ça qu'on peut appliquer au système humain et au système sociotechnique en général. Comment c'est venu? Alors, la robustesse, c'est un sujet très chaud en biologie depuis assez longtemps finalement, mais surtout depuis 20-30 ans. Et alors, si je vais sortir de mon cas personnel, la biologie dans les années 80-90, elle était dominée par la biologie moléculaire, qui était très programmatique, avec beaucoup d'organigrammes, avec des histoires de gènes maîtres. Et on faisait un catalogue de gènes, enfin je le dis un peu rapidement, mais finalement c'était encore de la taxonomie, mais à l'échelle moléculaire. Donc on faisait des catalogues avec de l'analyse fonctionnelle, mais ça restait un peu du gène par gène. Et puis en 2000, grosso modo, on a eu la séquence du génome humain.
Et là, on se pensait qu'on allait avoir le Graal, hein, quelque part, le génome humain. Bon, on a eu un tableau de lettres, hein, A, G, C, T, C, C, T, A, T, A. Bon, en fait, ça nous dit rien, ça. Et donc, il a fallu faire interagir tout ça, tous ces gènes, comment ils interagissent. Donc, approche systémique, on fait interagir tout ça. Et qu'est-ce qu'on découvre? Eh ben, on découvre en fait que ce qui sort en premier, c'est la robustesse. Beaucoup de redondance, enfin bon, toute la série. Et en fait, on a juste revisité quelque chose que les physiologistes connaissaient déjà, que les écolos, les écologues savaient déjà. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que cette question de robustesse c'est devenue multi-échelle. Elle est passée de l'écosystème à la molécule. Et donc moi, en fait, je suis arrivé en biologie un peu à ce moment-là, finalement, dans mes études, puis quand je suis devenu chercheur. Et ça a été un moment de révélation, parce qu'il y avait quelque chose qui ne me plaisait pas trop dans l'enseignement de la biologie, c'était justement le côté siloté, séparé. Et là, d'un seul coup, on avait un outil pour tout faire résonner et tout faire interagir. Et donc la robustesse, c'est naturellement invité là-dedans. Alors aussi, quand on fait de la biophysique, on a en général plutôt des visions systémiques, parce qu'on est obligé de poser un cadre et de regarder comment ça interagit dans le cadre. Enfin bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça pousse à aller dans cette direction-là. La biophysique, en plus, il y a un aspect mécanique des choses, donc la robustesse, ça rentre aussi par la mécanique. Donc tout ça, ça faisait que la robustesse est rentrée dans le sujet très bien. Mais en effet, au début, j'étais un biologiste qui fait de la robustesse végétale dans son labo. Je n'étais pas sorti du labo. Mais j'avais aussi cette question écologique, hein, comme beaucoup en tête. On se disait, oui, éco-anxiété, là, plus on lit et plus la falaise augmente. Hein. Donc l'éco-anxiété augmente. Plus on se renseigne et plus ça devient difficile. Mais j'avais séparé les deux. En plus, moi qui venais plutôt du côté moléculaire des choses en biologie, j'étais très loin de l'écologie finalement en termes de biologie. Le labo, ce n'est pas un labo d'écologie. Donc j'avais séparé les deux. Donc moi-même, j'avais siloté mes deux sujets, quoi. Et puis, je suis allé à une conférence à Berlin sur l'Anthropocène, donc cette fameuse époque géologique où l'humain domine, hein, quelque part, laisse sa trace partout. Et là, c'est des artistes. Donc, c'était une conférence très interdisciplinaire, transdisciplinaire, société civile, artistes, académiques. Et c'est des artistes qui m'ont dit mais tu sais que ton éco-anxiété et ton sujet de recherche, ça se parle. Et donc, c'est ça qui m'a fait sortir, en fait. Voilà, c'est là que c'est parti. Ouais. Incroyable. C'est vrai que l'éco-anxiété, c'est un sujet plutôt à la mode pour l'instant, à juste titre. Je pense, si vous êtes éco-anxieux, c'est sans doute que vous êtes sain d'esprit, voire lucide. Donc bravo, continuez. Ne tombez pas dans le déni, s'il vous plaît. Moi, il y a quelque chose qui m'a frappé en te lisant et en t'écoutant. C'est une certitude que j'avais apprise à l'école. C'est que j'ai toujours appris, moi, que dans la nature, c'est les plus adaptés qui survivent, qui transmettent leurs gènes aux suivants, etc. Et que c'était un atout hyper majeur et un truc très intéressant. Tu as l'air de dire qu'on a mal compris ou mal interprété ce que Darwin nous racontait, et ça m'intéresserait un peu d'en savoir plus là-dessus. Alors Darwin, c'est vraiment un personnage très intéressant. Il a fait un voyage autour du monde sur le Beagle, il a visité plein de choses. Il a aussi été malade, hein, à peu près toute sa vie. Donc après, il n'a plus trop voyagé. Il a fait beaucoup de naturalisme local dans son jardin. Enfin, il a une vraie assez étonnante. C'était un anti-esclavagiste avec des positions sociales assez avancées pour l'époque. Donc quelqu'un qui est très très loin de la sélection du plus fort, hein, quand même. Je veux dire, dans sa vision politique du monde. Hein. Et puis après, on lit Darwin, et vraiment, je vous invite à lire L'origine des espèces et la filiation de l'homme, entre autres, hein, mais ces deux textes sont quand même séminaux. Et là, vous allez découvrir l'autre visage de Darwin qu'on n'a pas vraiment voulu nous mettre en avant. C'est que Darwin, hein, on est en plein 19e siècle industriel, et on a choisi la partie qui nous convient. La partie presque tayloriste de Darwin, quoi, dans la compétition, etc. Alors en fait, l'affiliation de l'homme, c'est encore plus évident. En fait, même il progresse. Hein, c'est que l'origine des espèces, c'est 1859. L'affiliation de l'homme, c'est 1871. Et ben, il vire encore plus dans la coopération hein, à mesure qu'il avance. L'affiliation de l'homme, le mot sympathie est écrit 70 fois. 70 fois. Dans la filiation de l'homme, vous avez un moment, Darwin, qui parle d'un escargot, enfin d'un couple d'escargots. Ils sont ensemble, hein, je veux dire. C'est vraiment un vrai couple d'escargots, mais il y a un des deux qui est un peu malade. Et là, il voit que l'escargot qui est vaillant part. Il va chez le voisin, il voit la traînée de bave là, qui part chez le voisin, et donc il s'inquiète que l'escargot ait abandonné son partenaire. Mais en fait, il note
que l'escargot est revenu, probablement parce qu'il a trouvé un endroit chez le voisin avec plein de ressources, et ils sont repartis ensemble. Ça, c'est ce qu'on lit chez Darwin. Alors, la sélection du plus adapté, la sélection du plus fort, mais où est-ce que c'est dans Darwin? Alors, il ne faut quand même pas exagérer, il y a aussi ça dans Darwin, hein, parce qu'il y a des moments de compétition dans le vivant. Mais Darwin nous parle énormément de coopération. Darwin, il aime beaucoup parler des organes rudimentaires. Les organes rudimentaires, c'est le dernier orteil, c'est les muscles qu'on a derrière les oreilles. Enfin, c'est des choses qui, bon, on ne va pas dire que c'est inutile, mais ça ne nous sert pas à grand-chose, hein, à vrai dire. Pour Darwin, c'est le laboratoire, parce que ça peut évoluer. Il n'y aura pas d'impact pour l'évolution. En fait, c'est là qu'il y a du jeu. Ça, il en parle beaucoup. Mais il y a plein de textes. Si vraiment, d'ailleurs, j'ai un projet de bouquin sur Darwin pour lire Darwin à l'envers. Du coup, à l'endroit. Je ne sais pas si vous me suivez là, mais la partie qu'on ne veut pas lire de Darwin, qu'on n'a pas voulu lire de Darwin. En fait, c'est très intéressant parce que cette lecture très biaisée de Darwin qu'on a eue pendant des décennies, ça dit énormément de nous, de notre obsession pour la compétition. Ça ne dit rien du vivant. Parce que Darwin, c'est un naturaliste. Il a décrit ce qu'il a vu. Et il a vu de la compétition, il a vu de la coopération, et il parle beaucoup de coopération. Moi, je ne savais pas que les escargots vivaient en couple. Donc, merci, j'ai appris quelque chose. Ce couple-là, oui. Donc, quelque part, ce n'est pas les plus adaptés qui survivent et donc les plus performants à leur environnement précis ou tenté, mais ce serait plutôt les plus adaptables quelque part. Ceux qui ont de la marge de manœuvre, c'est un peu ça qu'on devrait comprendre. C'est ça. Alors, et avec une petite nuance, c'est que si on vit dans un environnement, quand je dis on, si les êtres vivants vivent dans des environnements très riches, très abondants en ressources, très stables, là, il y aura beaucoup de compétition, beaucoup de performance, et donc ce sera en effet plutôt la sélection des plus adaptés. Mais c'est une exception sur Terre. La plupart des écosystèmes ont des variations. Pensez en région tempérée, il y a une mauvaise saison, l'hiver. Voilà, ça c'est une variation. Il y a des sécheresses en été. Et en fait, c'est très rare de tomber dans une niche écologique qui est stable et abondante en ressources. Donc en fait, dans les niches, on va dire, normales, celles où ça fluctue, où il y a des pénuries chroniques de ressources, c'est la coopération qui domine. Et donc c'est en effet la sélection des plus adaptables. D'accord, parce qu'on a quand même l'image, je ne sais pas d'où elle vient, on en parlera un peu plus tard, que la nature est bien faite, qu'elle est réglée comme une horloge, que c'est une machine bien huilée. D'ailleurs, on s'en est inspiré beaucoup pour créer nos machines, quelque part, c'est là-dessus qu'on s'est basé. Et donc, ce ne serait pas forcément le cas que la nature soit forcément bien faite, elle n'est pas toujours performante, il y a parfois du jeu dans les rouages, comme tu aimes le dire. Alors, en effet, mais il faut dire que la nature nous joue des tours. Si on prend, par exemple, un capitule de tournesol, vous voyez une fleur de tournesol avec toutes les graines qui sont bien alignées, ça fait des spirales. On se dit, la nature fait des mathématiques. C'est la suite de Fibonacci, la phyllotaxie. Le nombre d'or, tout ça. Voilà, le nombre d'or. Voilà. Donc, il y a des maths dans le vivant, il y a des choses très ordonnées. Une pomme de pin, c'est pareil, il y a une spirale. Et en plus, c'est la même spirale, c'est le même nombre d'or. Donc, on se dit, en plus, c'est entre espèces, entre un conifère. Donc, on se dit, oui, là, c'est incroyable, hein, le vivant est très organisé. Alors, c'est là où de faire de la modélisation informatique, des études, etc., c'est qu'on se rend compte qu'en fait, c'est très difficile de faire autrement. C'est qu'en fait, ça tombe très vite sur des spirales avec un nombre d'or. C'est une forme de contrainte spatiale, finalement, on tombe là-dessus assez rapidement. Et donc, nous, on se fait tromper, parce qu'on voit de l'ordre, alors que c'est très difficile de faire du désordre. Je ne sais pas si c'est... Donc, là, c'est la partie ordonnée du vivant. On se dit, oui, là, c'est très contrôlé. Non, en fait, c'est par défaut que c'est dans ce cas-là, pour la phyllotaxie, pour les cônes de pommes de pin. Mais c'est surtout, en effet, ce qui me fascine dans le vivant, c'est que la beauté du vivant, c'est son imperfection. C'est le fait que ça n'arrête pas de nous surprendre. Il y a des lenteurs, il y a des incohérences, il y a des hétérogénéités, il y a des erreurs, il y a de l'imprécision partout. Et c'est ça qui fait que ça tient. Si c'était vraiment parfait, très bien huilé, le premier grain de sable, et ça ne marche plus en fait. Donc il vaut mieux être pas tout à fait parfait pour être robuste, plutôt que parfait et performant à un moment donné. Je pense que c'est le moment d'attaquer le vif du sujet, performance et robustesse. Alors c'est quoi la performance ? C'est quoi la robustesse ? En quoi ils s'excluent peut-être l'un l'autre ? En quoi ils peuvent
se compléter aussi éventuellement. Comme ça, on part tous avec les mêmes bases. Très bien. Alors, la performance, alors, initialement, la performance, c'est l'art de bien faire. Ce qu'on retrouve encore dans la performance artistique, par exemple. L'art de bien faire. Donc, c'est plutôt une valeur morale, hein, bien. Bon, le contrôleur de gestion est passé par là, et c'est devenu la somme de l'efficacité et de l'efficience. Efficacité, atteindre son objectif, efficience avec le moins de moyens possible. Alors, c'est très intéressant parce que ça, c'est ce qu'on demande aux machines. Une machine doit être performante, elle doit être efficace, elle doit être efficiente. C'est froid. Et donc, on est passé de l'art de bien faire à l'art d'être une machine. Et donc, c'est quand même assez incroyable que cette valeur cardinale dans nos sociétés ne soit jamais questionnée, en fait. Enfin, si je le dis rapidement, vous pouvez faire un petit test, regardez n'importe quel texte où il y a le mot performance, les sites web, et vous allez voir, c'est toujours positif. Performance pédagogique, performance énergétique, performance écologique, performance sociale. Enfin, et alors c'est quand même, enfin, je rentre pas trop dans la critique là, mais enfin, si, un petit peu quand même avec la machine. C'est un peu de critique. Fais-toi plaisir, franchement. En fait, en fait, on peut le dire avec l'adage zen que je cite souvent, qui dit celui qui a atteint son objectif a manqué tous les autres. Donc, quand on veut être efficace, on rate tous les autres objectifs. On peut comprendre pourquoi le vivant n'a pas forcément mis l'accent sur la performance, hein, évidemment, parce que c'est une impasse, évidemment. Donc ça, c'est pour la performance. On pourra revenir peut-être sur la critique, mais c'est la définition de la performance dominante. Hein. Évidemment qu'on peut trouver d'autres définitions de la performance, mais là, je parle vraiment de la performance qui est utilisée partout. Hein. Et puis, la définition de la robustesse. Un système qui est robuste, c'est un système qui est stable et viable malgré les fluctuations. Le robustesse, ça vient de quercus robur, le chêne. Et donc, le vivant est un bel exemple de robustesse, donc l'arbre notamment. L'arbre, il est stable malgré les fluctuations, donc il est capable de résister au vent, mais il est aussi capable de résister aux gelées, aux sécheresses. Donc, il est viable malgré les fluctuations. Son spectre de résistance aux fluctuations est très, très grand. Et donc, les deux s'articulent. En fait, quand on est très robuste, ça veut dire qu'on a beaucoup de marge de manœuvre. Et ben donc, ça veut dire qu'on n'est pas efficient. Donc, efficient avec le moins de moyens possible. Ben non, là, évidemment qu'on a des redondances, qu'on a de la diversité, tout ça, ça a un coût en ressources. Donc, ce n'est pas efficient du tout. Juste pour vous donner un exemple, la photosynthèse, le rendement énergétique de la photosynthèse, c'est 1%. Les plantes gâchent 99% de l'énergie solaire. Et c'est la fondation de la quasi-totalité des écosystèmes sur Terre. Donc ce qui nourrit la vie sur Terre, la quasi-totalité de la vie sur Terre, c'est un processus qui date de 3,8 milliards d'années et qui n'a pas été optimisé. Bon, ça, voilà, c'est quand même. Et donc là, on voit bien l'articulation quand même. Hein. C'est qu'en fait, pour être robuste, il faut garder du jeu, des marges de manœuvre, et donc forcément, il y a un compromis. Alors, je n'aurais pas donné l'impression que le vivant, c'est le hasard total, que c'est voilà, une forme de désordre complet. Dans le vivant, il y a des moments de performance. Et la petite subtilité, c'est que pour être robuste, il faut autoriser ces moments de performance. Donc, vous voyez, c'est quand même très modéré, hein, quelque part. C'est qu'on peut presque considérer en première approche que la performance, c'est le contraire de la robustesse. Parce que la performance, on va se canaliser, on va enlever le jeu dans les rouages, on va enlever les marges de manœuvre, parce qu'on veut être efficace, efficient. La robustesse, c'est plutôt le contraire. Mais si on fait que de la robustesse, si on devient un extrémiste de la robustesse, hein, donc un système qui refuserait la performance, eh ben, ça ne marche pas non plus, parce qu'il y a des moments de crise où on va avoir besoin de performance. Alors, l'exemple que je prends tout le temps, c'est l'exemple de la fièvre. Ah bah quelle synchronicité, on l'a répété. C'est bien chorégraphié quand même. Donc, je t'ai beaucoup écouté, je dois dire. C'est ça. Mais j'utilise beaucoup cet exemple-là parce qu'il est facile pour se l'approprier en fait. Donc quand on est à 37 degrés, notre température de croisière, notre métabolisme, notre système immunitaire n'est pas très performant. Comme ça, on a l'impression que tout va bien hein, à 37 degrés. Hein. Bah, en fait, notre immunité n'est pas terrible hein, à 37 degrés. Par contre, à 40 degrés,
Alors là, on a une immunité qui est vraiment très performante. C'est le moment où on autorise la performance. Si vous voulez, c'est la dérogation. Le vivant autorise la performance parce que là, il va falloir booster le système immunitaire pour répondre à une fluctuation imprévisible, un pathogène qui rentre et qui est un peu carabiné. Là, vous voyez à peu près l'équilibre. C'est-à-dire que dans notre vie, nous allons passer l'essentiel de notre vie à 37 degrés, donc qui n'est pas très performant en termes de métabolisme, mais par contre qui est robuste, parce qu'on a gardé des marges de manœuvre. On peut encore monter en température. Et on va passer quelques jours dans nos vies à 40 degrés, donc c'est la fièvre, mais c'est le moment de performance qui est fragile. Parce que là, en fait, d'ailleurs, on s'en rend bien compte, à 40 degrés, on est très fatigué. On est très fatigué parce qu'on est en train de faire l'expérience d'un burn-out moléculaire. Nos enzymes sont en train de se brûler, de se dénaturer, et donc on ne peut pas rester très longtemps à 40 degrés. Si vous voulez, il y a une date de péremption à la performance. Donc on revient à 37 degrés. Et là, on voit bien où est le curseur. C'est que les êtres vivants sont robustes avant d'être performants. Voilà, on pourrait le dire comme ça. Et donc, des sous-optimalités du vivant, tu en donnes plein d'exemples. Hasard, redondance, gaspillage, fluctuation, lenteur, hésitation, incohérence, etc. Je ne vais pas tous les citer. J'aimerais qu'on prenne juste 2-3 exemples un peu concrets pour pouvoir illustrer ça. Le premier, je pense qu'on en a déjà un peu parlé. Alors, je ne sais pas si cette image représente effectivement la rubisco parce que je n'y connais rien. Sois gentil, s'il te plaît. Et donc, on a déjà un peu parlé de la photorespiration juste avant. Voilà, c'est 1%. De l'énergie qu'on reçoit, donc c'est du gaspillage. Je ne sais pas si encore quelque chose à en dire parce que tu m'as spoilé ma slide, mais c'est pas grave. Si, je peux quand même dire un truc. Donc la rubisco, c'est l'enzyme la plus massive sur Terre. C'est la protéine la plus abondante sur Terre. Donc les plantes produisent énormément de cette protéine. Bon, en effet, c'est un complexe moléculaire, on ne va pas rentrer dans les détails. Et donc c'est une protéine qui est très ancienne et c'est celle qui permet de fixer le CO2. Donc quand vous entendez parler de plantes qui fixent du carbone, c'est la rubisco qui fait le travail. Voilà. Alors, très ancienne enzyme. Cette enzyme, on pourrait se dire, celle-là, là, elle est importante, parce que quand vous voyez une plante, c'est du CO2 polymérisé. On peut le dire comme ça. C'est un squelette de carbone. Le carbone, il vient du CO2, du gaz dioxyde de carbone. Donc, on pourrait se dire, voilà, ça existe depuis longtemps. Alors, la rubisco, ce qui est incroyable, c'est que c'est typiquement une enzyme incohérente parce qu'elle fixe du CO2, mais elle peut aussi fixer de l'oxygène. Elle se trompe, on peut le dire comme ça. Et avec une affinité qui est presque comparable. Donc voilà, elle se trompe vraiment très souvent entre CO2 et oxygène. Et quand elle fixe de l'oxygène, alors ça induit la photorespiration qui émet du CO2. Donc les plantes, c'est pour ça qu'on appelle ça photorespiration, parce que quand la rubisco fait ça, le bilan net, c'est que la plante va émettre du CO2. Alors là, on se dit, là, c'est vraiment n'importe quoi. Déjà, puis les plantes sont vertes, elles ne sont pas noires comme des panneaux solaires, donc elles n'ont pas la bonne couleur pour capter tous les. Enfin, vraiment, quand on réfléchit bien à une plante, c'est vraiment pas du tout, c'est pas du tout performant. Mais dans le cas de la rubisco, alors c'est là où c'est extraordinaire, c'est que quand la rubisco fait de la photorespiration et donc pas de la photosynthèse, donc quand elle fixe de l'oxygène, ça va aider la plante à fixer les nitrates. Je ne vais pas vous faire tout un cours de métabolisme, mais c'est là où on comprend le fait que là, il y a beaucoup d'objectifs qui sont en contradiction, et donc il faut trouver une forme de compromis, quoi. Mais un compromis qui est au doigt mouillé, grosso modo. Mais ça marche. Et ça marche juste bien. Le rendement, par contre, il est nul. Enfin, il n'est pas nul, 1%. C'est pas 0, quoi, mais c'est 1%. Mais ça, on pourrait presque penser, ce serait presque une image de ce que devrait être un rendement financier pour nous, société humaine. Si c'est au-dessus de 1%, c'est probablement extraterrestre. En tout cas, c'est ce que nous disent les plantes. On est même plutôt souvent en dessous avec le temps qui passe, à la banque en tout cas. Un autre exemple que j'aime bien, parce qu'on est dans une société de l'uniformisation, tout pareil, la culture, les valeurs, les normes, alors que tu nous expliques que justement ce sont les différences qui permettent parfois d'évoluer. Tu prends l'exemple du muflier, est-ce que tu peux l'expliquer brièvement ? Je me souviens plus de ce que je raconte sur le muflier, mais... Alors j'ai ton livre si tu veux. Oui, c'est ça, merci. Il me semble que tu racontes qu'en grossissant, c'est par les différences de forme des cellules à côté. Oui, alors dans quel sens elle doit pousser. Il y a plusieurs, mais il y en a une que, c'est peut-être pas exactement cette histoire-là, mais il y en a une qui, à mon avis, mais
Tu me diras si tu voulais une autre histoire. Mais... Vas-y. Là, en fait, ouais, je pense que ça va être une autre histoire, mais tu me diras. En fait, quand on regarde une plante, donc pas le muflier, hein, une plante, on va dire standard, voilà, vous avez en tête. Grosso modo, une plante, c'est fait avec des racines, des tiges et des feuilles. Quand on réfléchit bien, si on doit dessiner la géométrie d'une plante, c'est des objets en une dimension et des objets en deux dimensions. Donc des tiges et des objets plats. Alors, ça, c'est une plante. Et puis, il y a le muflier. Alors, le muflier, là, il fait des fleurs avec des formes 3D très complexes. Alors, qu'est-ce que ça nous dit, ça ? La plante qui, en général, fait des objets en une dimension et en deux dimensions, les objets qui sont en une dimension, en deux dimensions, ont des très forts degrés de liberté. C'est une tige, on peut la faire tourner dans tous les sens. Une feuille en 2D, on peut la plier dans tous les sens. Il y a un énorme, très grand degré de liberté. Dès que vous avez un objet en 3 dimensions, alors je ne vais pas y arriver avec mes mains, mais une forme en 3 dimensions, c'est coincé, quoi. On ne peut plus bouger. Le muflier, on peut, si on appuie, hein, il va s'ouvrir, mais il a une forme qui est coincée. Alors on peut se demander mais pourquoi du coup les plantes en tout cas l'évolution a sélectionné des plantes avec des formes surtout en une dimension et en deux dimensions. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'en fait, c'est un peu paradoxal, mais tous ces degrés de liberté là, ça permet aux tiges et aux feuilles de bouger beaucoup. Et donc de percevoir, les tiges perçoivent leur forme, les feuilles perçoivent leur forme. Alors c'est pas par des neurones ou par le système nerveux, hein, c'est par des forces notamment, des déformations mécaniques. Donc les tiges, les feuilles perçoivent leur propre déformation. Et donc plus ça bouge, plus c'est riche en informations. Et donc là, il y a une diversité de signaux qui fait que ça permet à la tige de savoir, entre guillemets savoir, hein, où elle en est de sa croissance. C'est pareil pour les feuilles. Et puis donc les objets 3D comme un muflier, là c'est des formes très complexes. Là, on perd la perception finalement. Et donc c'est des fleurs parce que c'est des organes qui vont se terminer, qui n'ont pas une croissance infinie. Là, c'est une croissance finie. Et donc, alors, je pense que je suis parti dans une autre direction, celle que tu voulais m'emmener. Je vais relire. Mais ce que je trouve assez paradoxal, si vous voulez, dans le vivant, c'est que les plantes font des organes qui peuvent varier beaucoup, donc en une dimension, en deux dimensions, qui bougent beaucoup, pour permettre une forme de proprioception, de perception du soi, et c'est ça qui leur permet d'avoir des formes reproductibles. Donc ça, c'est de la robustesse. La robustesse est nourrie par les capacités à fluctuer. Ou, si je le dis différemment, la robustesse se construit sur la diversité, sur la fluctuation, sur la variation. Les organes qui sont très fixes, là, en fait, à moins d'arrêter la croissance en rigidifiant le tissu, sinon après, ça devient très variable. On a pu, juste pour le dire rapidement, dans notre laboratoire, on a pu rendre la croissance plus homogène entre cellules voisines. C'est peut-être plus dans cette direction-là que tu voulais m'emmener. Merci. Et donc là, on homogénéise la croissance entre cellules. Ce qui se passe, c'est que les cellules voisines ne voient plus leurs voisines, parce que tout le monde pousse à la même vitesse, et donc il n'y a plus de conflit, il n'y a plus de conflit mécanique. Et donc ce qu'on voit, c'est que les organes ont des formes plus variables. Donc quand c'est homogène à l'échelle cellulaire, ça fait des choses hétérogènes à l'échelle supérieure. Et donc là, ce qu'on voit avec les plantes, c'est que c'est au contraire très variable. Si vous filmez vos plantes d'appartement, vous allez voir, hein, ça bouge tout le temps. Hein. C'est la croissance, tout ça, ça bouge tout le temps. Et donc les plantes n'arrêtent pas de bouger pour se percevoir, et ça fait des formes reproductibles. C'était ça. Merci beaucoup. Un tout dernier exemple qui sera peut-être plus simple, ou en tout cas dont je suis plus sûr, on va dire ça comme ça, c'est les mutations dans la réplication qui sont des erreurs, parfois des avantages, mais en quoi justement ce principe de commettre des erreurs peut engendrer de la robustesse? Oui, alors l'erreur, c'est l'errance, en fait. Quand on fait des erreurs, on ouvre des nouveaux chemins. Et donc, quand on réfléchit bien, d'ailleurs, l'innovation, y compris dans le champ social, hein, c'est très souvent des erreurs qui nous permettent d'ouvrir de nouveaux champs. En fait, une erreur, c'est juste comprendre que quand on fait des erreurs, c'est plutôt qu'on a questionné le contexte. On peut considérer que, par exemple, aujourd'hui, oublier son portable à une réunion, on peut considérer que c'est une erreur. Bon, dans les années 60, oublier son portable, c'était pas très grave. Hein. Voilà. Il n'y a pas de... Donc c'est vraiment, ça dépend beaucoup du contexte, ça reflète beaucoup le contexte. Alors si je reviens à la biologie, en effet, il y a des erreurs tout le temps. Là, je suis en train de parler, non seulement j'ai des gènes là, qui sont en train de se faire muter pendant que je parle, enfin,
vous aussi, hein, je tiens à le dire quand même. Voilà, donc tout le monde, là, on se prend des mutations en permanence. Je parle aussi alors que là, j'ai des neurones qui sont en train de lâcher. Alors, pas seulement parce que j'ai bu une Orval juste avant, hein, c'est aussi en Orval. temps normal. Oui. Un Orval. Normal. Oh, pardon, Attention. un Orval, attention. Okay, un Orval. Oh, l'incident diplomatique ici. Un Orval. Mais voilà, mais ça c'est de la robustesse. C'est qu'en fait, il y a plein d'erreurs, donc des mutations, des cellules qui meurent, etc. Mais ça tient toujours. C'est vraiment la différence, si je passe sur le cerveau, c'est la différence entre un ordinateur et un cerveau. Un bug dans un ordinateur, et vraiment, il peut s'éteindre, il peut ne plus marcher. Nous, on n'arrête pas d'avoir des bugs, mais vraiment des milliers de bugs en permanence, et ça marche pas trop mal quand même. Pour tous les autres exemples, je vous incite vraiment à lire les bouquins d'Olivier parce que c'est détaillé de manière assez amusante, relativement simple, sauf pour le muflier que je n'ai pas visiblement compris. Je relis demain. Pour finir ce petit tour d'horizon, il faudra bien passer par ce mot résilience. Non, pas aïe, ça va bien se passer. Tu définis toi-même dans ton bouquin la résilience comme de la robustesse, de l'adaptabilité, de la transformabilité, sans rentrer dans le débat d'initié sur la robustesse et la résilience. Comment les deux notions s'articulent l'une l'autre? Est-ce qu'elles sont aussi complémentaires d'une manière ou d'une autre? Alors en effet, la résilience, en fait, dans la troisième voie du vivant, en fait, c'est marrant, hein, comme j'ai évolué, en fait, c'est là où on voit qu'on est tous en chemin, hein, finalement. Donc moi, j'avais pris la définition de la résilience socio-écologique, celle de Holling, de Karl Folke, du Stockholm Resilience Center, hein, qui définit la résilience comme la capacité d'un système à se maintenir, à s'adapter et à se transformer dans un monde dynamique. Et en fait, on se dit, ça ressemble quand même beaucoup à la robustesse, hein, être stable et viable malgré les fluctuations. On se dit, oui, là, c'est des nuances assez subtiles. Et en fait, alors, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que la résilience, il y avait beaucoup plus, plein d'autres définitions, et notamment en psychologie, qui est plutôt, après un traumatisme, on tombe et on se relève. En physique aussi, évidemment, voilà, un matériau qu'on déforme et qui retourne à l'état initial. Et donc, en fait, cette polysémie de la résilience est problématique, parce qu'en fait, on ne sait plus très bien de quoi on parle, et surtout, ça a été récupéré. Aujourd'hui, la résilience, c'est devenu une injonction à tomber pour se relever. En fait, on est revenu à la définition initiale de résilience, qui vient de résilire en latin, rebondir. Et la résilience, en fait, la première fois qu'on a utilisé le mot résilience, c'était pour définir l'écho, le son qui rebondit sur un mur. Donc c'est vraiment le rebond, hein. Et en fait, c'est là où il y a un problème pour moi, hein. En fait, je me suis radicalisé, hein, sur la résilience au fur et à mesure. Il paraît, oui. Voilà. Mais ce qui me pose problème, en fait, avec la résilience, c'est que c'est vraiment pensé pour un traumatisme, pour une chute. Et là, on est en train de rentrer dans la polycrise. On ne va pas faire de la résilience à chaque fois qu'il y a une fluctuation. Ou alors, il faut m'expliquer. Et puis, l'autre chose, c'est que si on rebondit, ça veut dire qu'on revient au monde d'avant. Si le monde d'avant s'est planté, la dernière chose qu'on veut faire, c'est revenir au monde d'avant. On veut se transformer. Et donc, je suis un peu passé d'une phase en me disant « Ah tiens, la résilience, c'est intéressant, on sort du développement durable, on va dans autre chose, on a compris que ça allait fluctuer. » Après, je me suis dit « Non, en fait, c'est inutile, parce qu'on ne veut pas revenir au monde d'avant. » Et puis maintenant que c'est récupéré, que c'est devenu une injonction à tomber, maintenant, je pense que ça devient toxique. C'est que la résilience est devenue, enfin en tout cas dans sa définition voilà, un peu comme ça, là, extrémiste, récupérée par le monde économique ou politique, c'est devenu toxique. Donc je préfère parler de robustesse, tout simplement parce que la résilience, quand on réfléchit bien, c'est désastrodépendant. C'est la chute. Et après, on rebondit. Donc ça appelle la pulsion de mort. On en sort, hein, mais c'est qu'on rentre par la pulsion de mort. La robustesse, c'est créer un espace de viabilité. Donc ça fait plutôt appel à la pulsion de vie. Et quand on réfléchit bien, si les fluctuations augmentent dans notre milieu, on va ajuster notre niveau de robustesse à ce niveau de fluctuation. Et si on atteint le seuil, ou si on voit qu'on va atteindre le seuil où ça craque, eh ben on se transforme. On n'a pas besoin de la résilience. Voilà. Et ben voilà un débat qui n'est pas encore tout à fait tranché, mais je note que tu t'es radicalisé.
Je reconnais, hein, je reconnais. Tu parlais du monde d'avant, justement. J'aimerais qu'on revienne sur quelques étapes peut-être qui ont fait qu'on a cette obsession pour la performance. Donc le vivant a des côtés performants, hein, on l'a vu. On a quand même cette idée d'une nature parfaite qui est fondée sur l'observation de parties du vivant qui sont performantes et qu'on aurait généralisé en fait à l'ensemble du vivant. Tu mentionnes dans le cours, Sator, que la perfection du vivant ne serait en fait qu'un effet miroir de notre obsession de la performance. Je trouve cette phrase très forte. Ça vient d'où, cette obsession pour la performance? Ça commence au néolithique, tu parles de la Renaissance, du romantisme, de la modernité, et tu parles aussi de l'invention de la perspective. Et donc ça m'intéresserait beaucoup que tu puisses nous expliquer un peu ça. D'accord, alors avant d'aller à la perspective, je vais remonter un peu avant. Mais non, enfin, je te dis, allez, je vais remonter, je vais faire chronologique parce que sinon là, je vais partir dans tous les sens. Merci. Donc, en fait, il faut réaliser que nous, les humains, donc Homo sapiens, hein, c'est 315 000 ans. On est là depuis 315 000 ans. Et il y a 30 000 ans, grosso modo, on invente la céramique. Donc à l'époque, hein, on est des chasseurs, cueilleurs, collecteurs. Quand on invente la céramique, on crée le stockage. Et donc la première chose qu'on a domestiquée, c'est le temps. Bien avant l'agriculture, hein, bien avant l'agriculture. Donc on a commencé à domestiquer le temps. Ensuite, il y a 10 000 ans, après le dernier âge glaciaire, c'est là qu'on invente l'agriculture, la domestication. Alors tout ça, ça se fait progressivement, ça dépend des régions. Hein. Enfin, je le dis là un peu comme si c'était synchrone. Hein. Évidemment que ça s'étale, ça dépend des régions. Mais il y a 10 000 ans, donc on invente l'agriculture, la domestication. Et donc là, on domestique l'espace. Voilà, l'humain prend contrôle de la nature, donc le temps, l'espace. Et en fait, à partir de là, ça ne s'est pas arrêté. Et en effet, la Renaissance, c'est un moment clé. Alors certains disent que l'Anthropocène, c'est un plantationocène, parce que c'est le moment où on fait des plantations, c'est le moment où on démarre la colonisation, et c'est un moment où en fait on change d'échelle. C'est la mondialisation au sens total du terme, mais c'est aussi un moment où on invente la perspective. Alors, la perspective, c'est des dessins, c'est des peintures avec la technique de la ligne de fuite, comme on voit sur cette photo. Et donc, cette renaissance et cette perspective, quel est le lien avec cette histoire de domestication et de contrôle du territoire? En fait, il faut aller dans le latin. Perspective en latin, ça s'écrit commensuratio. Et commensuratio, ça veut dire que le monde devient mesurable. Quand on fait des dessins réalistes, avec la technique de la ligne de fuite, on rend le monde mesurable. Quand le monde devient mesurable, il devient exploitable. Et donc, la perspective, alors c'est plein de choses, mais c'est aussi, et j'ai envie de dire surtout, une déclaration de prédation sur le territoire. On mesure pour le prendre. Et donc, c'est un acte conscient de prise de terre. Et alors, si vous voulez un autre exemple, peut-être un peu plus controversé de cette mesure et de la prédation, je vous renvoie aux Noces de Figaro de Mozart. La toute première scène des Noces de Figaro, c'est Figaro qui mesure. Bon, et c'est un mariage. Alors après, c'est là où je laisse ouvert la discussion. Mais il y a cet aspect, la mesure, en fait, la mesurolatrie dans laquelle on est tout à fait associée à une prédation sur le territoire. On mesure pour prendre. Et du coup, cette notion justement de performance dans la prédation ou dans la mesure, est-ce qu'elle n'a pas été aussi possible parce qu'on était dans une période extrêmement stable au niveau du système Terre, hein, l'Holocène, c'est ça, c'est une période de stabilité climatique quelque part un peu exceptionnelle, malgré qu'elle n'ait pas duré si longtemps que ça à l'échelle de l'histoire de la Terre. Toi, tu as tendance à dire que dans un monde en ressources abondantes et stable, la performance, ça peut être une bonne solution, mais que dans un monde fluctuant, et c'est là que je voulais en venir, la performance, ça marche peut-être pas tellement, et la robustesse est une meilleure option quelque part. Et donc, tu dis aussi qu'on sort d'un monde où on a des moyennes prévisibles, donc on pouvait prévenir l'avenir à plus ou moins long terme en se disant, en moyenne, ça va évoluer comme ça. Et donc là, efficacité, efficience, ça a du sens d'utiliser le moins de moyens pour arriver au but recherché.
mais que dans un monde fluctuant, ce sont plutôt les écarts-types qu'il faut regarder, en tout cas les extrêmes qu'il faut aller voir. C'est quoi ces nouveaux extrêmes qui arrivent et en quoi la robustesse pourrait y répondre? Alors, les extrêmes qui arrivent, c'est l'écart type, donc en effet, la variation autour de la moyenne, mais c'est même les valeurs aberrantes. Donc, c'est vraiment les petits points qui sont aux extrêmes de l'écart type, si vous voulez. Enfin, je le dis un peu rapidement. Et donc, ça, en fait, alors si je prends un exemple en France, on sait aujourd'hui qu'il y a la fréquence des événements climatiques extrêmes. Donc, cette fréquence a été multipliée par un facteur 4,5 depuis 2000, par rapport à la période 1950-2000. Donc, on sait qu'on est rentré dans ce monde fluctuant. Avant, c'était une prédiction scientifique. Là, maintenant, on le vit. On le voit. Bon, en plus, ici, là, les inondations à Verviers en 2021, ça, c'est une inondation de type pays du Sud, si vous voulez. C'est ce qu'on voyait dans les pays du Sud. Là, c'est arrivé en Belgique. En 2021, il y a aussi eu le Canada, l'Ouest canadien, 50 degrés au lieu de 35 degrés d'un seul coup. C'est ça, en fait. Souvent, le petit piège, quelque part, on se dit la robustesse, c'est bien parce qu'on pense long terme, la performance, c'est du court terme. En fait, c'est presque l'inverse. C'est-à-dire que la robustesse, c'est plutôt considérer que le long terme vient au présent. Parce que ce qu'on prévoit en moyenne en 2100, ça arrive d'un seul coup en 2021. C'est ça le problème, finalement. Si on avait un réchauffement climatique graduel de plus de degrés et qui était juste une moyenne qui évoluait, ce ne serait pas vraiment un problème. Le problème, c'est que ce n'est pas un réchauffement climatique, c'est un dérèglement climatique. Donc c'est l'écart type qui augmente. La dernière fois qu'il y a eu, on a vécu une Terre à plus 2 degrés par rapport aux températures pré-industrielles, on a des traces de tempêtes maritimes qui déplacent des roches de 1000 tonnes. 1000 tonnes. Aujourd'hui, les plus grandes tempêtes déplacent des objets de 100 tonnes. Il y a un facteur 10. Donc c'est pour ça que les scientifiques disent que chaque dixième de degré est important, parce que ce n'est pas du tout linéaire. Là aussi, il y a des exponentielles, quoi. Et donc c'est ça qui va nous préoccuper. Donc ce monde fluctuant, ça nous amène à avoir une autre représentation du monde et d'être un peu... de changer le bateau, si vous voulez. C'est un peu comme dans les Dents de la Mer, il nous faut un plus gros bateau, quoi. Voilà. La tempête va être plus grande, donc il nous faut un plus gros bateau. Mais c'est tout à fait réaliste, il faut juste changer le bateau. C'est là où il y a une différence avec la résilience, sans vouloir faire la résilience, on aurait tendance à investir dans le canot de sauvetage et oublier le bateau. Voilà. J'arrête avec la résilience. C'est un débat intéressant, peut-être pour une autre fois. On invitera Arthur, par exemple. Pour rester dans cette notion de monde fluctuant, tu dis à plusieurs reprises que c'est précisément cet excès de performance qui nous amène vers ce monde fluctuant directement par nos activités, par notre envie de toujours plus, de croissance. On ne parle que de ça. Et donc, ça nous aurait fait entrer dans l'anthropocène, qui est un mot qui met toute l'humanité dans le même panier. Donc, c'est parfois un peu dérangeant parce qu'on n'est pas responsables tous de la même manière, ni à la même échelle. Tu parles aussi d'ingénieurocène, l'époque des ingénieurs où tout est devenu optimisable. C'est quoi ton avis, toi, sur cet anthropocène ? Qu'est-ce que ça représente pour toi? Est-ce que c'est un bon mot? Est-ce qu'on aurait des nuances peut-être à y apporter plus précises? Alors moi, j'aime bien le mot anthropocène. Je trouve que c'est... En fait, ça dit quand même bien les choses. Je suis d'accord avec les nuances, que tout le monde n'est pas responsable de la même manière, ça c'est évident. Mais c'est quand même, faut réaliser que c'est une cause humaine, ces fluctuations. Ça ne nous tombe pas du ciel comme ça. C'est nous qui avons tout suroptimisé. Et on sait très bien qu'un système qui est suroptimisé est très fragile. Mais la différence, c'est qu'avant, peut-être qu'on faisait une voiture suroptimisée, donc il n'y avait que la voiture qui était fragile. Là, le problème, c'est que, par exemple, on fait des monocultures. Et ça veut dire qu'on a fragilisé le système agricole, le système alimentaire, l'écosystème, l'eau, les sols. Là, c'est du sérieux, quoi. Là, c'est vraiment la couche limite, là où la vie est. On est en train de la transformer en désert. Et alors, l'exemple typique pour la monoculture, c'est la fameuse phrase, une monoculture attire le pathogène. C'est que plus on fait des monocultures, évidemment, c'est un banquet pour le pathogène, parce que toutes les plantes sont pareilles, ou quasiment pareilles, donc là, on peut rentrer. Et ça, d'ailleurs, c'est très général. La monoculture attire le pathogène, vous pouvez l'appliquer pour à peu près tout. Par exemple, la monoculture du logiciel. Donc, si vous avez un logiciel dominant,
les cyberattaques vont aller sur ce logiciel. Évidemment, hein, la monoculture attire. Est-ce que la dernière ne date pas de mardi d'ailleurs, où Oui, une partie de l'Internet mondial a été paralysée? Exactement. Voilà, mais en fait, c'est là qu'on voit bon, il y a eu CrowdStrike avant, il y a eu Amazon Web Services. Enfin, ça n'arrête pas, hein, justement parce qu'on est dans des systèmes hyper centralisés. On a les terres rares en Chine, on a les semi-conducteurs de Taïwan. On n'a que des systèmes hyper centralisés. Enfin, pas que ça, mais essentiellement des systèmes très centralisés qui sont très fragiles. Et donc, ça, c'est presque anecdotique, à vrai dire, hein. Ça permet d'illustrer à quel point nos systèmes très performants, suroptimisés, sont fragiles, parce qu'ils sont en train de craquer sous nos yeux, hein. On peut penser à la bulle de l'IA aussi, hein, qui est en cours d'explosion. On ne sait pas quand elle va exploser, mais elle va exploser. J'ai discuté avec des banquiers de différentes banques, hein, tous disent « Ah non, ce n'est pas une question si elle va exploser, cette bulle, c'est quand elle va exploser ». Et ça peut être la semaine prochaine, hein. C'est ça qui est dingue. On vit quand même dans une hypnose incroyable, hein. Bon, bah c'est les aspects techniques qui vont avoir des conséquences sociales, évidemment, mais bon, ça c'est l'aspect technique. Mais moi, ce qui m'inquiète encore plus, c'est quand on optimise les territoires, quoi, les écosystèmes. Parce que là on tape dans quelque chose qui est vraiment la fondation de la civilisation, quoi, et des vivants sur Terre. Mais on optimise même au point de digitaliser la surveillance du territoire, des satellites, etc. En fait, j'ai l'impression que c'est une course à la digitalisation de tout, sous couvert de dématérialisation, alors qu'on sait qu'il n'y a rien de plus matériel que ce qui est dématérialisé, justement, des serveurs, de l'eau, des matières premières, de l'énergie, beaucoup. Comment t'expliques cette tendance à la digitalisation? Est-ce que c'est vraiment le paroxysme de la performance pour l'optimisation? Et du coup, optimiser fragilise, donc on n'est pas à l'abri d'une coupure de courant, d'une panne d'Internet ou d'une rupture d'approvisionnement de puces. C'est symptomatique finalement du monde dans lequel on vit. Absolument. En fait, quand on a l'obsession pour la performance, on va plutôt miser sur des objets performants, des processus performants. Et donc le numérique, le digital, l'IA, nous offre ce maximum de performance qui est froid et donc qui est mort en fait, hein. C'est des machines mortes. Et en fait, ça dit beaucoup de notre distance au vivant. C'est que les enfants vont être capables de reconnaître 180 marques commerciales, mais ne vont pas être capables de reconnaître des empreintes de pas dans les forêts. Ça dit quand même énormément de notre distance au vivant. Cette obsession pour l'ordinateur, le numérique, l'IA, c'est la même chose, c'est cette performance qu'il y a derrière. Alors il faut quand même réaliser un truc, hein, c'est que chaque fois qu'on est devant un écran, on est dans un bunker. C'est-à-dire qu'un bunker, c'est un espace très safe, très sécure, où on interagit avec personne. Voilà, c'est un bunker. Et il y a d'autres bunkers, hein, tout seul dans sa voiture, c'est encore un bunker. Et en fait, vous pouvez faire le bilan. Dans nos journées, nous passons beaucoup de temps dans des bunkers. Alors, ce que je dis souvent aux jeunes que je croise, aux jeunes et aux moins jeunes, hein, mais il se trouve que les jeunes, il y a une stat qui est assez incroyable. Aujourd'hui, les jeunes de 18 ans, ils ont gagné 400 000 heures de temps libre. 400 000 heures de temps libre par rapport à un jeune de 1900. Donc, une fois qu'on a enlevé le sommeil, hein, les études, le travail, les repas, l'hygiène, hein, vraiment du temps complètement libre, 400 000 heures. Que vont-ils faire de ces 400 000 heures dans toute leur vie, hein? Ils vont passer 330 000 heures devant un écran. C'est comme leur dire, vous allez passer 330 000 heures dans un bunker. Bon, faut aller sortir, hein, faut aller dans la forêt, il faut aller se balader. C'est quand même, c'est là que ça se passe, quoi, hein. Et après, on a un autre rapport au monde. Enfin, voilà, à mon avis, c'est plus joyeux, quoi. Bon, là, je culpabilise d'avoir fait un PowerPoint, du coup, mais c'est pas grave. La prochaine fois, j'aurai juste le papier. Un autre exemple de performance que tu donnes, c'est un sujet malheureusement d'actualité. J'ai pas envie de dire plus que jamais parce qu'il y en a toujours eu, mais là c'est tout proche et ça devient très inquiétant. Ce sont les guerres, où là on augmente les performances en temps de guerre et on a tendance à ne jamais revenir en arrière au niveau des performances. Alors ce qui nous a donné plein de choses, hein, les porte-conteneurs, les engrais azotés, l'aviation, l'informatique aussi. Comment les guerres jouent ce rôle de catalyseur de performance finalement? Alors nous, on a un président qui s'appelle Emmanuel Macron, et pendant le Covid, il a dit que c'était une guerre, le Covid, et après il a dit quoi qu'il en coûte. Et voilà, vous avez la recette. Quand c'est la guerre, on débride la performance. Il n'y a pas de limite, tous les budgets sont ouverts, on y va, on y va, on y va. Et donc en fait, c'est un moment, c'est les pics de performance, les guerres.
Donc plus la guerre est intense, plus il y a de performance, d'ailleurs plus il y a d'innovation au service de la performance. Et donc en effet, toutes ces inventions là qu'on voit là, tout ça c'est des produits de la guerre. Le porte-conteneur, c'est McLean, c'est pendant la guerre du Vietnam, McLean qui convainc le Pentagone d'alimenter l'armée américaine au Vietnam. Aujourd'hui, c'est Chine, c'est Temu, c'est Alibaba, enfin, ça c'est la partie en effet hardware du monde numérique, voilà, la mondialisation. Les avions, c'est pareil. Voilà. Donc, tout ça, peut-être l'informatique, c'est le plus incroyable. Le projet Manhattan entre 1944 et 1946 pour faire la bombe atomique. C'est le film Oppenheimer, pour le lire. En fait, ce qui est incroyable, c'est que justement dans le film Oppenheimer, il parle beaucoup de la réaction en chaîne atomique, qui est la bombe atomique. Mais pour moi, le ratage du film, c'est qu'il ne parle pas de la réaction en chaîne numérique, qui, à mon avis, est beaucoup plus pertinente pour notre vie de tous les jours. C'est ça qui s'est passé. On est encore dans l'onde de choc de cette explosion, parce qu'il faut bien comprendre que pendant le projet Manhattan, il y a besoin de calculs computationnels de très haute volée, et donc on invente le code binaire, l'ordinateur, la mémoire, l'unité centrale, Internet et l'IA. Voilà, tout ça, c'est inventé entre 1944 et 1946. Et donc on est toujours dans l'onde de choc de ce monde-là. C'est vraiment pendant les guerres qu'on fait des sauts de performance, et le problème, en effet, c'est que quand la paix revient, on reste au même niveau. Et donc, si un Martien venait sur Terre et nous regardait avec notre niveau de performance, il dirait « Mais à qui faites-vous la guerre ?» Nous avons une économie mondiale qui est une économie de guerre. Le niveau de performance, c'est le niveau d'une économie de guerre. Alors, la bonne réponse, c'est que nous faisons une guerre à la vie. Voilà, je le dis un peu brutalement, mais on extermine la vie sur Terre. Notre performance extermine la vie sur Terre. Et donc, voilà, on va finir par dérailler de ce truc-là. Quand même. Oui, mais je pense que c'est Hubert Reeves qui disait on fait la guerre contre la vie et si on la gagne, on perd. Il disait quelque chose comme ça. Mais tu parlais de quoi qu'il en coûte d'Emmanuel Macron. C'est juste pour rebondir sur l'actualité. Je pense que c'est mardi, c'est le général en chef des armées françaises à la Convention des maires qui leur disait vous devez préparer vos populations, être prêts à perdre vos enfants. Donc, quoi qu'il en coûte. Nous, nos enfants de 17 ans reçoivent une lettre pour s'engager au service militaire. Quoi qu'il en coûte, on leur offre 2 000 € par mois, des chèques repas, les transports gratuits. Donc, effectivement, on est vraiment bien là-dedans. On sent que la tension se rapproche et qu'on est en train de demander l'indemandable, finalement, d'être prêt à envoyer nos enfants au front et les perdre. Oui, non, c'est aberrant. Oui, on est dans un moment très bizarre. En fait, le culte de la performance appelle la course aux armements. Donc parfois, c'est ce que je fais quand j'interviens devant des entreprises, un peu pour provoquer. Je leur dis « Bonne nouvelle, nous avons trouvé un nouveau levier de croissance. Mauvaise nouvelle, c'est la Troisième Guerre mondiale. » Donc il faut bien choisir. Est-ce que vraiment on veut continuer à alimenter ce modèle-là ? Là, en fait, je vous renvoie à Barefoot Gen. Ça, c'est un petit manga, mais qui date. C'était sur la bombe atomique sur Hiroshima. Et c'est vraiment un très, très beau manga, très plein d'émotions, vraiment incroyable. Mais tout le début, c'est les parents qui disent là, on nous pousse à la guerre, on nous pousse à la guerre. En fait, c'est une certaine oligarchie qui pousse à la guerre, qui pousse à la course aux armements. Et la population, finalement, n'en veut pas. Mais elle se fait endoctriner un peu par défaut. Là, on commence à rentrer dans ce monde-là. Alors, ce qui est rassurant quand même, pour se donner quelques freins à cette course aux armements sans fin, c'est que par rapport à la Seconde Guerre mondiale, on n'a pas du tout la même quantité d'énergie qu'à l'époque, on n'a pas la même quantité d'acier, les outils qu'on utilise sont encore beaucoup plus complexes qu'à l'époque, donc on ne pourra pas en construire autant. Enfin, juste pour donner un chiffre, la Seconde Guerre mondiale aux États-Unis, entre 1941 et 1945, les États-Unis ont réquisitionné toutes les entreprises américaines pour produire des tanks, des jeeps, donc tout le monde y passait. Et ça ne produisait qu'un tiers du matériel militaire américain. L'État a dû construire des usines d'État pour produire les 2 tiers restants. Donc il faut quand même se rendre compte de l'effort de guerre que c'est. Ça, on ne peut plus faire. C'est physiquement, on n'a pas assez d'énergie, on n'a pas assez de métaux pour refaire ça. Et puis il y a aussi le fait que, alors il y a certains, je suis sûr qu'il y a des jeunes qui vont aller
voilà, le fusil, le fleur au fusil à la guerre, mais c'est plus du tout le même monde quand même. Hein. On n'est pas comme en 14 où c'était vraiment la revanche. Voilà. On n'est pas du tout là-dedans. Donc il y aura quand même des limites. Et puis peut-être le dernier petit point, c'est que le chef de la défense belge a fait même genre de discours hein, ici en Belgique en disant ouais, il faut se préparer à une confrontation de haut niveau dans les années qui viennent. Sauf que dans son discours, il parlait de l'Afghanistan qui avait réussi à résister à la Russie. Entre 79 et 89, hein, c'est à peu près le seul pays qui on peut démontrer qu'il a résisté à la Russie. Bon, bah, l'Afghanistan n'a pas du tout fait une course aux armements. Hein. Enfin, en tout cas, où ça m'a échappé. Quoi. Mais, donc il y a vraiment d'autres façons de faire. Mais le point principal, c'est que là, on est dans une... C'est ce que disait Henri Guénaud, on va à la guerre comme des somnambules. Bon, bah, il faut se réveiller. Voilà, cette course aux armements, en fait, elle n'a vraiment aucun sens. Là, je suis en train de citer Henri Guénaud, hein, qui est quand même pas forcément voilà, beaucoup dans la robustesse, on va dire. Je vais aussi citer Trump, tant qu'à faire. Hein, parce que parfois, il dit des choses assez justes quand même. Bizarrement, hein, dans le chaos, il y a des choses, parfois, on se dit « Ah oui, bah, tiens, là, ça sonne ». Trump, il nous dit pourquoi continuez-vous à acheter du gaz russe, les Européens ? Vous savez qu'en 2024, c'est l'année où l'Europe n'a jamais tant acheté de gaz russe. C'est fou. C'est qu'on achète du gaz liquéfié ou par des canaux dérivés. En fait, on achète toujours du gaz russe. Alors, le jour où on arrête d'acheter du gaz russe, oui, là, d'accord. Là, on va peut-être faire la guerre, mais il faut déjà commencer par ça. Enfin, ça serait quand même la base. Ça. Mmh. Bon, pour rester dans le domaine de la guerre, il y a cette fameuse étude qui s'appelle la grande accélération. Et en fait, on voit très bien au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, il se passe quelque chose. C'est en lien avec ce fait d'avoir dû construire des usines, peut-être, pour construire du matériel militaire. Et après, qu'est-ce qu'on fait de ces usines et comment on fait pour continuer à les faire tourner? Est-ce que c'est une des raisons qui fait qu'on a cette fameuse grande accélération? Alors, en effet, il y a ça, hein, c'est c'est de la période de reconstruction et c'est aussi le moment où le pétrole devient vraiment par défaut. Quoi. Il y avait du pétrole avant, évidemment, mais là, c'est vraiment généralisé. On reconstruit et c'est sous l'angle du pétrole avec un accès à de l'énergie abondante, peu cher. Et donc, ça donne en effet la grande accélération. Et ça, c'est vraiment un moment, c'est une bifurcation dans l'histoire de l'humanité. On a vraiment changé de régime à ce moment-là. Et donc ça, c'est un moment clé. Mais il y a quand même un autre facteur, c'est que quand on construit des objets comme ça en masse, eux-mêmes, ce sont des objets, des processus, des méthodes, des outils qui sont plus performants. Et donc, ils nous poussent à performer. Alors là, ça commence à faire beaucoup de boucles d'amplification. Hein. C'est qu'on fait la guerre qui nous pousse à performer. Quand on performe, on fait des objets, des machines performantes qui nous poussent à performer. Voilà, donc là, ça amplifie. Bon, bah, ça fait une exponentielle, hein, très clairement. Alors, c'est un moment, en fait, où on a un peu donné les clés aux machines. On peut le dire comme ça. Donc, il y a cette phrase que j'aime bien citer, hein, les humains sont les organes sexuels des machines. En fait, on voit assez vite. Hein, si vous prenez le point de vue d'une machine, bah oui, on les répare, on ajoute des fonctions et surtout, on les reproduit. Voilà. D'un point de vue biologiste, hein, c'est imparable. Hein, c'est la fonction primaire d'un organe sexuel. Nous sommes devenus les organes sexuels des machines. Donc en fait, l'autonomie des machines, hein, c'est pas l'œil rouge de Terminator qui clignote. Hein, c'est pas ça. C'est pas l'IA non plus. C'est le niveau de performance. Le trading financier à Wall Street se fait au milliardième de seconde. Bah, c'est le tempo de la finance mondiale. Le tempo de la finance mondiale, il est dicté par une machine. Il n'y a aucun cerveau humain qui fonctionne au milliardième de seconde. Et donc ça, c'est cette grande accélération, ça donne ça. Quoi. Bon, pour rester dans les mauvaises nouvelles et poursuivre cet excès de performance, il y a ces fameuses 9 limites planétaires. Les limites planétaires, donc, c'est des grands équilibres naturels qui permettent le maintien de la vie sur Terre telle qu'on la connaît actuellement, en tout cas. Et donc, il y a une série de boucles de rétroaction qui viennent de cette grande accélération, qui se mettent en place, qui nous font dépasser maintenant 7 limites sur les 9. Limite qu'il ne faudrait surtout pas dépasser. C'est quoi? C'est un effet boomerang? C'est des boucles de rétroaction? Qu'est-ce qui fait que le système s'emballe d'un coup comme ça et qu'on ne parvient pas à se dire « Ouh là là, on va trop loin, il faut changer de fusil d'épaule ». Oui, alors ça c'est le problème de la robustesse en fait. C'est que le système planétaire est très robuste, enfin, la vie sur Terre est très robuste, et donc elle ne montre pas quand elle est très dégradée, justement parce qu'elle est très robuste.
Et donc c'est un peu le problème, c'est que jusqu'au seuil du basculement, ça ne se verra pas. Le jour où ça bascule, là, ça devient un désert, quoi. Et donc c'est un peu un problème. Alors il y a quand même une critique qu'on peut faire, vous allez me dire je suis très critique, hein, mais les limites planétaires, le problème c'est que c'est très macro. Et donc c'est quand même des estimations, c'est compliqué de s'en rendre compte au niveau territorial. Et donc, alors, à l'Institut Michel Serres, enfin une petite page de pub, Johan Negrossiou a fait un article qui, à mon avis, est très pertinent. Il a essayé de faire un peu le tri dans les limites planétaires pour voir, en gros, c'est quoi les grandes catégories qu'on trouve derrière les limites planétaires. Et ben en fait, il y en a deux. Si on doit, voilà, les différentes limites, là, si on doit les diviser en deux catégories, il y a en gros la moitié, c'est de l'agriculture, et l'autre moitié, c'est de la chimie. Pour l'agriculture, on a à peu près toutes les solutions. Pour la chimie, c'est plus compliqué. Et ben ça, en fait, ça permet tout de suite, ça c'est activable dans le territoire. Ça nous donne une clé d'action. Parce que si on pense limite acidification des océans, bon, c'est du CO2 qui se dissout dans l'océan, nous n'avons pas la main pour contrôler la quantité de CO2 dans l'atmosphère. En tout cas, individuellement, ça nous dépasse, hein, c'est un ensemble beaucoup trop grand. L'agriculture, alors là, on a un levier. Ben voilà, terre en vue. Moi, je suis très fan, hein, de terre en vue. Alors nous, c'est terre de liens chez nous en France. Ça, je conseille à tout le monde, tous ceux que je crois, si vous voulez donner de l'argent, si vous voulez compenser votre carbone, c'est à eux, hein, qu'il faut l'envoyer. Donc voilà, petite page de pub au passage, deuxième. Mais voilà, il faut y aller, quoi. Donc l'agriculture, là, voilà, on sait, là, on inverse tout quand on soutient la bascule de l'agriculture intensive à l'agroécologie. Tout, hein. On règle les problèmes enfin, en tout cas, on améliore les problèmes de biodiversité, de pénurie de ressources, de pollution et de climat. C'est très systémique. Donc c'est vraiment extraordinaire. Et donc la chimie, bah là, en fait, ça veut dire qu'il va falloir vivre dans un pays ou dans nos pays où on fait très attention à la chimie qui rentre dans le pays. Donc par exemple, l'ultra fast fashion avec des produits chimiques qu'on ne contrôle pas, qui se retrouvent dans notre eau que l'on boit, parce que après plusieurs machines à laver, ben oui, ça passe dans l'eau. Ça interdit, évidemment. Le plastique, très bon documentaire sur Arte, ces temps-ci, là, sur le plastique. Un peu déprimant, comme souvent les documentaires sur Arte, mais qui vaut le détour quand même. Il y a plein d'études qui le montrent. Alors, ils sont très prudents dans le documentaire sur Arte, et ils ont raison, parce que ce n'est pas encore complètement accepté dans la communauté scientifique, mais on se rend compte que les nanoplastiques, comme leur nom l'indique, sont très petits. Et donc, ils rentrent dans les cellules et ça commence à ressembler à peu près à la même toxicité que de l'amiante. Donc, c'est là où il y a un débat. Je ne vais pas dire que c'est comme l'amiante, mais la toxicité commence à bien se révéler. Et donc là, il va falloir inventer un monde où les objets que l'on crée sont circulaires. Si on fait de la chimie, il faut que ce soit de la chimie circulaire. Et donc, ces limites planétaires, si on les lie avec ce spectre moitié agriculture, moitié chimie, là, ça devient opérationnel. Et alors, une autre étude qui a fait énormément de bruit, que maintenant presque tout le monde connaît, j'espère, c'est ces fameux rapports Meadows, les limites à la croissance dans un monde fini, qui utilisent la dynamique des systèmes pour modéliser le système socio-technique humain quelque part en rapport avec l'environnement. Et ils ont fait plusieurs scénarios, toute une série, et on se rend compte quand même que peu importe les valeurs qu'on met en entrée, à un moment donné, quoi qu'on fasse, le système finit par se casser la figure d'une manière ou d'une autre. Malheureusement, ils mettent généralement la date de 2030. Tu donneras peut-être ton pronostic tout à l'heure, à 5 ans près, on va dire. Et donc, on se rend compte que ce modèle n'est définitivement pas durable de toute façon. Ça va se casser la figure. Alors, on nous propose plein de choses pour essayer de sortir de ce modèle. Alors, on a la fameuse croissance verte, avec le Green Deal européen, qui est quand même un peu malmené ces temps-ci. Il y a les fameux objectifs du développement durable, il y a des gens qui sont technosolutionnistes, on aura l'occasion certainement d'en parler et de casser un peu de sucre sur leur dos aussi peut-être. Il y a toutes ces notions de sobriété, de décroissance, il y a même des gens qui pensent, en tout cas qui l'attendent, même parfois certains qui l'espèrent, ce fameux effondrement. Que penser de toutes ces propositions, de ces alternatives? Est-ce qu'il y a quelque chose d'utilisable là-dedans, peut-être un peu de tout, peut-être un peu de rien? Alors, dans toutes les solutions là qu'on voit à l'écran, si vous regardez bien, elles sont toutes colorées par le culte de la performance. C'est ça qui est incroyable. En fait, on a l'impression qu'il y a une grande diversité d'options.
En fait, c'est que de la performance de tous les côtés. Donc la croissance verte, bah voilà, croissance économique. Les objectifs du développement durable, ça ne vous aura pas échappé qu'il y a 17 objectifs qui sont tous en compétition, les uns avec les autres. Dont le numéro 5, ou je ne sais pas, c'est emploi, emploi durable et croissance économique. Voilà. Oui. Donc voilà, en fait, donc, tout ça c'est de la performance toujours, donc on ne va pas les atteindre, hein, les objectifs du développement durable. Alors c'est des très belles valeurs, hein, la fin de la pauvreté, de l'eau, voilà, on est tous d'accord sur les mots. C'est l'organisation, la stratégie qui ne va pas du tout. 17 objectifs en compétition, ça ne marche pas. Par construction. Le technosolutionnisme, bon, je ne reviens pas dessus, mais évidemment que c'est souvent très étroit, c'est souvent de la maladaptation, et c'est souvent très performant. La sobriété, alors la sobriété, en fait, ça peut être une super idée, mais hybrider au culte de la performance, c'est de l'efficience énergétique, et donc c'est les avions sobres. Bon, ça marche pas, hein. C'est effet rebond, il n'y a jamais eu d'avions depuis qu'ils sont sobres, hein, mais c'est incroyable le nombre d'avions qu'il y a dans le ciel, hein, donc vraiment, ça ne marche pas. Alors, la décroissance et l'effondrement, c'est peut-être là où il y a des choses plus... Mais en fait, même là, c'est-à-dire qu'en fait, si on est dans une forme d'extrémisme, qu'on veut vraiment faire table rase, bah, c'est encore de la performance. C'est une forme de... voilà, on fait du zéro, quoi. La casse que ça peut faire, ça. Hein. Alors, à la limite, il y a peut-être la décroissance qui est la partie la plus intéressante, finalement, qui est cette période de transition entre une époque où on a besoin de la croissance pour avoir de l'économie, vers une période qu'on peut appeler de post-croissance, où on n'a plus besoin de la croissance pour avoir une économie viable. La décroissance, c'est cette période de transition. Mais le mot décroissance reste un peu revanchard. C'est un peu négatif. Et donc le côté revanchard reste un peu emprunté de performance. Donc, après, on peut relire tout ça à la sauce robustesse, hein, évidemment. Mais pour l'instant, ça reste hybridé avec le culte de la performance. Mais du coup, ce qui nous amène au titre de ton livre, en fait, La troisième voie du vivant. L'explication, je trouve, arrive un peu tard dans le livre, donc il faut bien lire tout. Et donc, on a cette première voie qui est la croissance infinie, cette deuxième voie qui est l'effondrement, le collapse. Et donc, toi tu proposes comme troisième voie alternative, justement cette robustesse. Alors, on va essayer de l'explorer un petit peu quand même, de manière concrète. J'aimerais que tu nous parles d'abord de quel équilibre on doit trouver entre les deux. Est-ce qu'il nous faut un monde performant, pétri de robustesse, un monde robuste, pétri de performance? Comment on peut doser les deux et quels sont pas forcément des indicateurs, on parlera de Goddard après, quels sont les arbitrages à faire entre les deux et à quel moment? Oui, alors il y a un outil qui est très pratique pour ça, c'est le stress test. En fait, pour savoir où mettre le curseur, ou est-ce qu'on est assez robuste, ou est-ce qu'on est trop performant ou pas assez performant. Le stress test, c'est en gros, vous prenez votre organisation, votre entreprise, votre association, votre territoire, et vous, virtuellement, vous mettez une fluctuation. Vous tirez au hasard une fluctuation. Donc, il peut être une méga inondation, un méga feu, du pétrole 2 fois plus cher, une coupure Internet pendant 6 mois, oui, une fluctuation. Et vous posez 2 questions. La première question, c'est quelles sont les conséquences pour le territoire? Et la deuxième question, c'est qu'est-ce qu'il faut faire de façon préventive pour qu'il y ait le moins d'impact possible? Alors, s'il n'y a aucune conséquence, c'est que vous avez déjà un très bon niveau de robustesse. Par contre, s'il y a beaucoup de conséquences, là, c'est que ce n'est pas assez robuste. C'est très clair. Et après, les mesures préventives, si vous augmentez les marges de manœuvre, si vous mettez des doublons, des redondances, des hétérogénéités, vous allez faire de la robustesse. En fait, c'est un guide qui permet de voir le monde fluctuant avant qu'il arrive. En fait, on anticipe sur le monde fluctuant, on s'acculture au monde fluctuant. Le stress test a ce pouvoir-là d'avancer dans ce monde-là. Et c'est très utile, ce petit stress test. Il ne faut pas le faire tout le temps non plus, parce que sinon ça devient un peu la parano générale, mais une fois de temps en temps, c'est pas mal. Et surtout, c'est générique. C'est-à-dire qu'en fait, si vous avez fait un stress test avec une méga inondation, et puis finalement, ce qui arrive, c'est une coupure Internet, vu que vous aurez augmenté les marges de manœuvre, ça va aussi vous servir pour la coupure Internet. C'est générique. Cette robustesse, elle sert à plein de crises différentes. Donc en tout cas, ça serait un premier outil qui permet de savoir où mettre le curseur. Alors tu dis aussi que la performance a toute une série de faiblesses que la robustesse peut justement venir combler. Moi, j'aime bien l'image du signe noir, illustré dans le livre de Nassim Taleb, Le signe noir, la puissance de l'imprévisible. Tu disais qu'optimiser fragilise. Alors on l'a vu avec
notre ami qui a bloqué le canal de Suez pendant tout un temps, qui a paralysé l'économie pendant assez longtemps. Et puis avec ce Covid, dont on se souvient tous malheureusement, c'est sans doute pas le dernier événement de ce type. Mais là, on l'a vu que les gens, les entreprises, les collectivités qui étaient basées sur la performance sont tombés de haut. Finalement, des gens qui avaient peut-être investi toute leur énergie au détriment de leur famille, pour leur boulot, qui du jour au lendemain s'écroulent. Et en même temps, on a vu plein de choses robustes émerger et qui existaient déjà avant et qui sont apparues. Est-ce que tu as des exemples de choses qui ont émergé comme ça, de robustes dans ce monde qui se cassait la figure? Oui, en fait, alors, le Covid, ça a vraiment été alors c'est ce que Barbara Stiegler et Richard Horton, le rédacteur en chef de The Lancet, eux, ils n'ont pas appelé ça une pandémie, ils ont appelé ça une syndémie, qui est une maladie du système. En fait, un petit virus de rien du tout, enfin, carabiné. Mais c'est un virus banal. Un coronavirus, c'est très connu. Mais par contre, ce qui n'était pas banal, c'était nous, le substrat. En fait, ça a révélé la suroptimisation du monde. Quand il y a de la nourriture ultra transformée, trop grasse, trop salée, trop sucrée, eh ben, ça fait une épidémie d'obésité, une épidémie de diabète de type 2, et donc des comorbidités dans les hôpitaux. Quand après la crise financière de 2008, on optimise les hôpitaux, on réduit le nombre de lits, quand il y a une pandémie, on n'a plus assez de lits. Quand on a des avions low cost partout, qui envoient des avions partout, évidemment que le virus circule beaucoup plus vite. Tout ça, c'est de l'optimisation qui a fragilisé le système. En fait, un petit virus de rien du tout, c'était un petit grain de sable, c'est même beaucoup plus petit qu'un grain de sable, qui a mis l'économie entière à plat. Et donc ça, c'était quand même... ça, c'est le constat, finalement, c'est ça qui s'est passé. Mais par contre, la partie positive, c'est que ça a créé des initiatives et on a réalisé que l'on pouvait coopérer. Donc, par exemple, sur la relocalisation agricole, alors on est un peu revenu en arrière, mais pendant la période de Covid, il y a vraiment eu des choses extraordinaires qui se sont passées. Et même pendant les 2 mois, alors je ne sais pas en Belgique comment ça s'est passé, mais en France, c'était vraiment criant. Donc, la première semaine, tout le monde va dans les supermarchés faire le plein de pâtes, de farine, de papier toilette. Le donc PQ. Il me reste encore des stocks de l'époque. Ah ben voilà, c'est ça. Mais donc là, c'est plutôt abondance de ressources, compétition. Et puis, 2 mois plus tard, alors nous en France, on avait les vidéos des infirmières en sac poubelle, parce qu'il n'y avait plus de blouse, et plus de masques, il n'y avait plus rien. Ben là, on a vu les citoyens qui ont sorti les machines à coudre et qui ont bricolé des masques, des blouses, et qui les ont donnés aux hôpitaux. Coopération. Donc on a vécu ce monde qui montre bien qu'on est bien câblé. Quand ça tangue, on coopère. On est des êtres sociaux et donc on répond, quoi. Donc ça, c'est la partie joyeuse. Il y a en fait des choses aussi intéressantes, les ripostes créatives territoriales. Ça, c'était plutôt des outils numériques pour mettre en lien des associations qui répondaient aux problèmes associés au Covid, quoi, pour être bien sûr que tout le monde était bien connecté, pour l'alimentation, mais aussi pour plein d'autres choses. Et ce que j'aime bien avec cette histoire de riposte créative territoriale, c'est que ça a très bien marché pendant le Covid, tellement bien que c'est toujours actif aujourd'hui. Et donc maintenant, il y a des réseaux d'interaction, où là, on utilise le numérique à bon escient, j'ai envie de dire, parce que c'est au service de la coopération territoriale. Ce n'est pas de la coopération numérique qui est au service de la coopération numérique. Ça ne sert vraiment à rien. La coopération numérique doit servir le territoire. Et donc là, c'est un exemple. Et donc ça, c'est un héritage du Covid. La deuxième faiblesse dont tu parles, c'est ce fameux effet rebond. On en a déjà un tout petit peu parlé. Est-ce que tu peux juste peut-être expliquer de manière succincte ce qu'est concrètement l'effet rebond et comment la robustesse peut justement contribuer à le diminuer, voire à l'éviter? Alors, l'effet rebond, en fait, je pense que tout le monde le vit avec son dentifrice. Vous savez, quand vous avez votre nouveau tube de dentifrice, on en met vraiment un gros paquet sur la brosse à dents. Et puis, quand c'est la fin du tube de dentifrice, alors là, on met du nanogramme de dentifrice, quand même, parce qu'il n'y en a plus beaucoup. Donc là, c'est un peu l'effet rebond à l'envers. C'est que quand il n'y en a plus, on fait durer. Quand il y en a beaucoup, on en met plein. Et là, c'est du dentifrice. Maintenant, vous mettez le pot familial de Nutella. C'est pot familial, ça coûte moins cher. Donc, on fait des économies. Mais vu qu'on a un gros pot familial, alors là, des tartines, clac, voilà. Donc ça, c'est effet rebond, ça pousse à la surconsommation. Et c'est pareil
pour les avions sobres en kérosène, du coup, voilà, ça crée de nouveaux besoins, donc on multiplie les avions. C'est pareil pour les voitures, pour les écrans plats et pour à peu près tout, quoi. Donc on est dans le monde merveilleux des effets rebonds, hein, quand même. Donc ça, c'est le monde de la performance qui appelle l'effet rebond. Alors comment on fait pour dérailler de ça? Très souvent, c'est la diversité. Si on a accès à plusieurs choses très très différentes pour le même service, hein, finalement, en fait, ça nous fait dérailler de l'effet rebond. En fait, c'est une façon de faire. Et donc la robustesse, si on se pose la question de la robustesse, en gros, si on fait des outils, des processus, des organisations qui sont robustes et au service de la robustesse du territoire, évidemment qu'on ne va pas faire d'effet rebond. Parce qu'on aura diversifié, on aura un plan A, un plan B, un plan C, on ne va pas faire des effets rebonds sur chaque sous-partie ou chaque sous-solution, quoi. Donc en tout cas, ça peut limiter les effets rebonds, je devrais le dire comme ça, si on veut être plus prudent, quoi. Troisième grande faiblesse que tu pointes, et de nouveau, je te demanderai d'expliquer comment la robustesse peut contrer de nouveau cette faiblesse, c'est la fameuse loi de Goodhart. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste? Peut-être illustrer ce PIB, les publications scientifiques, la course aux notes scolaires et les compétences sportives, et comment précisément la robustesse permet de limiter, voire de même annuler cette loi. Voilà, alors la loi de Goodhart, donc moi j'aimerais bien qu'elle soit gravée sur le fronton de toutes les administrations. Donc la loi de Goodhart, elle dit quand une mesure devient une cible, elle cesse d'être fiable. Alors si je le dis différemment, ça veut dire que tout indicateur de performance est toxique. C'est que quand on met un indicateur de performance quelque part, ça pousse à la pensée réductionniste. On ne voit plus que l'indicateur et on oublie tout le reste. C'est de nouveau l'adage zen, hein, celui qui a atteint son objectif a manqué tous les autres. Alors, cette loi de Goodhart, on la voit absolument partout parce qu'on est à l'époque de la mesurolatrie. On mesure tout, on a des indicateurs de performance pour tout, et ça pousse à des toxicités dans tous les champs. Je vais peut-être prendre l'exemple de la recherche, hein, je vais balayer devant ma porte, hein. Alors nous, en recherche, on publie dans des journaux à facteur d'impact, indicateurs de performance, dans des universités qui sont classées par le classement de Shanghai. Le classement, c'est un indicateur de performance. Et moi, j'ai un facteur H, index H, qui mesure ma performance de chercheur. Indicateur de performance. Donc, il y en a partout, hein. Qu'est-ce que ça produit, ça? Alors, il y a un très bon article dans Nature en 2023, Park et al., qui dit très bien que dans les années 50, quand il n'y avait pas de facteur d'impact, quand il n'y avait pas d'index H et quand il n'y avait pas de classement de Shanghai, on publiait finalement pas beaucoup d'articles scientifiques, mais chaque article, enfin pas chaque article, mais il y a beaucoup d'articles qui faisaient changer le champ disciplinaire, qui étaient disruptifs, pour utiliser de la novlangue managériale, quoi, qui faisait vraiment évoluer le champ, qui impactait le champ disciplinaire. Donc peu d'articles, mais des articles qui vraiment font changer la donne. Aujourd'hui, on publie énormément d'articles, il y a vraiment de l'incontinence scientifique, mais ce sont des articles incrémentaux qui ne font pas beaucoup avancer les choses. Alors dans le tas, il y a toujours des super articles, hein, mais c'est dans un océan de sciences incrémentales. Là, en fait, on perd beaucoup d'énergie, beaucoup de financement pour des choses qui sont incrémentales. Ça, c'est typiquement la loi de Goodhart appliquée à la recherche. Alors, je ne vais pas trop cracher dans la soupe quand même, parce que c'est important de faire de la recherche quand même. Mais il y a une question à se poser. Donc là, le protocole DORA en Europe, maintenant, refuse de prendre le facteur d'impact des journaux comme un critère d'évaluation des chercheurs, par exemple. Donc on commence à évoluer. Le classement de Shanghai, alors avec un collègue, Pablo Jensen, on avait publié un autre classement de Shanghai. On avait pris le classement de Shanghai et on avait pondéré le score, si vous voulez, de chaque université par l'empreinte écologique et matérielle du pays. Ce qui est tout à fait justifié, hein, parce que la note d'une université dépend aussi des infrastructures du pays qui elles-mêmes dépendent de l'impact écologique et matériel. Et là, d'un seul coup, Harvard n'était plus la première université du monde, hein. En fait, c'était beaucoup plus des universités européennes et d'Amérique du Sud. Donc ça a inversé pas mal les choses, quoi. Donc alors là, je suis pris pour la recherche, hein, mais c'est vrai pour tout, hein, pour les notes à l'école, c'est vrai pour le sportif de compétition qui va se doper, c'est vrai pour le PIB qui va dévaster les écosystèmes, c'est vrai pour la neutralité carbone. La neutralité carbone, c'est un indicateur de performance. Ikea va atteindre sa neutralité carbone en 2030, hein, on pourrait se dire c'est incroyable, hein. Bon, à quel prix? En dévastant les écosystèmes.
Parce que, évidemment, qu'ils vont planter des arbres massivement, des monocultures. Eh ben, ça, en fait, on va atteindre la neutralité carbone en dévastant la biodiversité. Bon, c'est quand même un peu dommage, quoi. Et alors, la dernière faiblesse qu'on a déjà évoquée plusieurs fois, donc on ne va pas y revenir de trop, c'est que cette obsession de la performance est la cause principale de nos polycrises actuelles. Et il y a cet effet de cliquet. Une fois qu'on a atteint un palier, on ne revient pas en dessous et on veut toujours plus. Ce qui a été quelque part la définition du progrès pendant très très longtemps. Comment est-ce qu'on redéfinirait le progrès à l'aune de la robustesse ? Ben, comme ça. C'est que le progrès de l'humanité, ça fait 10 000 ans qu'on pense que l'humanité progresse en augmentant les performances des technologies, des individus, des organisations. Et là, la performance devient vraiment très contre-productive. Donc le futur du progrès, ce ne sera pas des gains de performance. Dans un monde qui devient de plus en plus fluctuant, ce sera des gains de robustesse. Et donc, c'est vraiment deux choses différentes. C'est-à-dire que si on est très performant, on est très spécialisé, très optimisé, très adapté, et donc très peu adaptable. Et si on est très robuste, c'est l'inverse. On diversifie, on explore, on expérimente, on est très adaptable et donc jamais vraiment adapté. Donc on va plutôt aller vers un monde comme ça. Et je le dis au futur, j'hésite pas. C'est tout simplement parce que le monde fluctuant, ça c'est du fait scientifique. On sait que ça va tanguer pendant 2 ou 3 siècles et que ça va augmenter au XXIe siècle. Donc le progrès sera guidé par des gains de robustesse. Ça, c'est inéluctable. Mais la partie, je ne voudrais pas dépolitiser le truc, on n'est pas des flocons dans une avalanche. On est quand même des êtres conscients. Et donc on peut, maintenant qu'on le sait, on peut se représenter, contrairement à ce que dit Gunther Anders dans l'obsolescence de l'homme, quand il dit que l'humain ne peut pas se représenter ce qu'il fait. Alors c'est vrai, d'un certain point de vue, quand il invente la bombe atomique, il ne se rend pas compte à quel point ça va changer la face du monde, mais on a quand même le GIEC qui nous représente les futurs climats. On sait qu'on va rentrer dans un monde fluctuant, donc ça on le sait. Donc maintenant, il faut habiter ce monde. Et donc, plus on anticipe, c'est là où on peut politiser le débat, c'est en fait construire dès maintenant ce progrès robuste. Alors, la bonne nouvelle, c'est que c'est en train de se faire. Et donc, dans ce monde qui vient hyper fluctuant, qui est certain scientifiquement, quelque part, on peut le dire comme ça, on retrouve la notion de plusieurs infinis dont tu parles dans le cours Sator. Tu dis qu'on a toujours été, l'humain a toujours été attiré par les infinis. Et on avait l'infini divin ou spirituel, la vie infinie après la mort, l'infini matériel, quelque part, avec cette croissance économique. Alors, on sait qu'elle n'est plus possible, cette croissance matérielle. Je ne me prononcerai pas sur l'infini divin. Mais toi, tu proposes un nouvel infini, quelque part, avec la robustesse que tu traduis et qu'on traduit généralement, en tout cas par la formule consacrée, moins de biens et plus de liens. Comment construire la robustesse entre nous permet justement d'atteindre ce nouvel infini qui est quelque part inépuisable et qui demande peu de ressources matérielles finalement. Exactement. En fait, on est en train de basculer de l'abondance matérielle à l'abondance des interactions. Eh ben, le vivant nous donne une très belle leçon. En fait, la coopération, les symbioses, c'est l'infini des interactions. Les symbioses se développent justement quand il y a des pénuries, ou chroniques, pas tout le temps, mais quand il y a des... Donc nous, par exemple, nous sommes des symbioses ambulantes. On trimballe entre 1,5 et 2 kg de bactéries tous les jours, dans notre peau, dans notre intestin, enfin un peu partout en fait. Voilà. Donc nous sommes des symbioses ambulantes, ça c'est l'infini des interactions. Donc ça veut dire que c'est là que se trouve en effet notre infini, c'est vraiment infini. Et donc la robustesse, elle se construit sur les interactions. Et donc on voit bien pourquoi on ne peut pas être performant et dans l'infini des interactions, parce que le monde de la performance, c'est le monde de l'autoroute, où on atteint très vite sa destination et on rencontre personne sur la route. En fait, c'est cet autre proverbe, l'arnaque est dans la vitesse. Le pickpocket va vite. L'autoroute, c'est pareil. Quand on va très vite, on rencontre personne. On va très vite à destination. Le monde de la robustesse, c'est au contraire, on a compris que la vie, c'était le chemin, et donc les interactions en chemin. Si on veut interagir, il faut ralentir. Si on accélère, on n'interagit pas. Et donc c'est du potentiel, finalement, on peut le dire comme ça. La robustesse, on crée un potentiel. Plus on a d'interactions, plus on a un tissu social dense, associé au territoire, tissu social, tissu lié à la biodiversité du terrain, du territoire.
Ben là, en fait, on a plein de fils, on a plein de plans A, B, C, D. Donc tout ça, c'est de la robustesse. Donc tous ces liens, c'est un filet de sécurité, on pourrait le dire comme ça, quoi. Mais c'est plutôt un filet de sérénité. Voilà. Oh, c'est joliment dit. Et donc, tu parles de ces infinis de relations, mais tu dis aussi que si on comprend bien les interactions, on peut aussi mieux imaginer les trajectoires. Donc, c'est pour ça que je mets ce bouquin qui est, à mon sens, le meilleur bouquin francophone à ce jour. Donc, c'est Donella Meadows c'est elle qui a écrit le rapport Meadows, mais on est accolé les noms de rédaction d'hommes autour dans les années 70. Visiblement, c'était plus crédible. Mais c'est elle qui a rédigé le rapport. Et je mets ça parce que tu parles beaucoup de la dynamique des systèmes, qu'on utilise visiblement beaucoup en biologie, mais qui peut aussi servir à des exemples tout à fait concrets. Et j'aime bien parce que les exemples que tu prends sont hyper parlants, parce qu'on s'imagine la dynamique des systèmes, c'est quelque chose de très compliqué, très complexe. En fait, pas vraiment, et ça peut être extrêmement utile. Donc là, j'ai pris juste 2 exemples, celui du poteau près de la sortie et la limitation de vitesse qui peut résoudre beaucoup d'ennuis. Est-ce que tu peux juste nous illustrer ça rapidement? Oui, bien sûr. Alors, je vais peut-être prendre la vitesse sur la route, qui est peut-être le plus simple. Si, par exemple, vous êtes sur une autoroute, alors je prends l'autoroute du Sud en France, vous êtes sur un tronçon tout droit. Donc, les autoroutes en France, la limite, c'est 130. Et là, il y a un panneau 110. Il n'y a pas de sortie, vous êtes dans la forêt, c'est tout droit. La première chose qu'on se dit, c'est mais qui a mis ce panneau à 110, quoi? Il n'y a vraiment aucune raison. Voilà. Alors, en fait, là, c'est une solution pour éviter les embouteillages, parce que quand on est... Alors, c'est très local, hein, ça dépend des voitures françaises, donc voilà, enfin, en tout cas locales, des voitures, des camions, de la peur du flic française, ou la peur du flic français, peut-être. Voilà. En tout cas, ça dépend de plein de paramètres. En fait, quand on met un panneau à 110, les gens roulent à 110. Et donc, ce qui se passe, c'est que ce n'est pas tellement la vitesse qui est importante, c'est que la vitesse est homogène. Donc, si vous mettez un panneau à 130, il va y avoir un peu de jeu, donc de l'accordéon, et donc un embouteillage. Si vous mettez un panneau à 110, là, tout le monde, vous transformez l'autoroute en train. Donc, vous avez changé le système. Et là, le paradoxe, c'est qu'en roulant plus lentement, vous arriverez plus vite à destination. Ça, c'est la magie de la systémique, c'est très contre-intuitif en général, on fait un peu le contraire de ce qu'on devrait faire, et ça, en fait, on fait disparaître le problème. Voilà. Donc ça, c'est juste pour les panneaux, mais il y en a vraiment plein, hein, comme ça. Je ne vais pas faire une liste. Il y en a plein, les bouquins. Achetez-les, il n'y a pas de promo. Alors, tu proposes plusieurs pistes pour augmenter la robustesse de nos sociétés, et puis des métabolismes de nos sociétés. Et il y a une phrase qui m'a beaucoup interpellé, que j'aimerais que tu puisses revenir dessus. Tu parles de la principe de circularité, qui est la base du vivant, finalement, mais elle ne doit pas être n'importe comment. C'est une circularité non performante. Et tu dis, tu parles de la circularité robuste, et tu dis, dans un monde de performance, on utilise la matière pour gagner du temps, et dans un monde robuste, on utilise du temps pour préserver la matière. Est-ce que tu peux nous expliquer ça? C'est vrai que comme ça claque un peu, mais en fait, c'est tout simple. En fait, dans le monde de la performance, on a utilisé du pétrole, du kérosène pour aller plus vite. Donc, on utilise de la matière pour gagner du temps. Y compris, voilà, on va brûler des métaux, de l'énergie pour télécharger un film. C'est pareil, hein, on utilise de la matière pour gagner du temps. Dans le monde de la robustesse, dans le monde circulaire de la robustesse, là, on a compris que la circularité, ce n'était pas juste l'économie circulaire, c'est une bioéconomie circulaire, qui est donc basée sur du carbone. C'est là où il y a un point de sémantique, c'est que quand on dit décarboner l'économie, je suis un peu tatillon sur la sémantique, je me rends compte quand même. Mais décarboner l'économie, en fait, c'est incroyable parce que le carbone, c'est l'atome magique de la vie. Donc décarboner l'économie, ça veut dire qu'on fait une économie pour des machines. Enfin, littéralement. Alors je comprends bien, quand on dit décarboner, ça veut dire qu'on veut sortir du pétrole fossile, du charbon, etc. Mais dans ces cas-là, il faut aller jusqu'au bout. Non, c'est plutôt décombustionner l'économie. On ne veut pas brûler du carbone. Donc du bois, du charbon, du pétrole, des biocarburants. Oui, tout ça, il faut réduire massivement. Mais quand on réfléchit bien, si on veut vraiment faire une économie circulaire qui soit basée sur du carbone, c'est-à-dire faire des objets qui nourrissent les écosystèmes, il faut recarboner l'économie.
c'est le contraire. Et donc, si on recarbone l'économie, ça veut dire qu'on fait des peintures à base d'algues biosourcées, on fait des batteries à base de bois, on fait des ordinateurs. Il y a 15 jours, dans l'Ohio, il y a une équipe qui a réussi à faire un morceau d'ordinateur avec des champignons. Le reliquat, ce sera notre alimentation, donc c'est les pommes du pommier. Et le reliquat du reliquat, ce sera pour nos biomatériaux. Et il y aura largement de quoi faire. Mais là, on est sérieux. Là. Je parlais du plastique tout à l'heure. Là, aujourd'hui, ça nous paraît normal d'avoir des bassines en polypropylène. Non, alors dans 20 ans, ça sera comme l'amiante. On dira, non, ça c'est terminé. Ça sera forcément du plastique biodégradable, compostable. On ne se rend pas compte aujourd'hui. C'est comme si, quand on regarde des vieux films avec des fumeurs dans un avion, on se dit, ils étaient quand même un peu débiles à l'époque de filmer dans des avions. Rendez-vous dans 20 ans. Vous allez voir qu'on va se trouver vraiment débile aujourd'hui. Je le dis. Mais donc, ça, c'est le monde recarboné, donc le monde de la bioéconomie circulaire, où on a un autre rapport au temps. Et c'est beaucoup plus joyeux, parce que c'est basé sur du vivant qui pousse. Et donc, c'est les écosystèmes qui sont dans nos matériaux. Enfin, on a quand même un lien au vivant qui est pluriel. Mais du coup, quand on nous parle de biocarburant pour faire voler nos avions, qu'est-ce qu'il y a de performant là-dedans et qu'est-ce qui n'est pas robuste dans ce concept? Parce qu'on se rend bien compte que ce n'est pas cohérent, ça ne marche pas. Oui, alors ça, on peut le citer, c'est Gabriel Attal qui avait dit ça. On lui avait demandé, c'est Guillaume Meurice qui lui avait posé la question d'ailleurs à l'époque. Bon, c'était, je pense, un peu orienté. Il a piégé là, mais il est tombé dans le panneau. Bon, bref, Gabriel Attal, Guillaume Meurice lui demande est-ce qu'il ne faut pas interdire les jets privés? Et Gabriel Attal répond non, il ne faut pas les interdire, mais par contre, on va les faire voler au biocarburant. Alors là, on est un peu. Qu'est-ce qu'il me dit là? Alors, il faut bien comprendre, le biocarburant, comment ça marche un biocarburant? Alors, il y a plein de formes de biocarburants. Disons, les biocarburants qu'on fait massivement aujourd'hui, plutôt ceux-là, ceux qui sont faits à base de maïs, par exemple, aux États-Unis. Alors, on utilise du pétrole pour faire des engrais. Avec les engrais, on fait pousser des plantes. Et avec les plantes, on fait du pétrole. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez des Shadocks. Ça commence à y ressembler quand même assez fortement. Donc là, le rendement énergétique, le retour sur investissement énergétique pour les biocarburants, c'est le même que les sables bitumineux du Canada, où il faut à peu près autant d'énergie pour extraire le pétrole que d'énergie qui est produite par ce pétrole qu'on a extrait. Donc c'est une opération financière. Donc les biocarburants, ça a du sens pour du carburant local, notamment dans le monde agricole, parce que là, c'est un circuit court. Donc on peut très bien imaginer du biocarburant, du biogaz local, petite exploitation juste avec des déchets. Voilà, petite production locale, ça peut avoir du sens. Dès que ça devient massif, c'est pareil, on retourne dans le monde de la performance. Alors faire voler des jets privés, là on est... et puis alors, évidemment... Alors, à la limite, c'est toujours ce que je dis. Le jet privé, il a du sens. En fait, il y a des choses qu'on peut garder. Le jet privé, il a du sens, mais dans le jet privé, il y a un pompier expert, il y a un chirurgien expert. En fait, il y a quelqu'un qui a une compétence manuelle vraiment très particulière et qu'il faut amener quelque part très rapidement. Ou il y a quelqu'un qui est très malade qu'on doit amener à un hôpital. Le jet privé n'a de sens que pour transporter ce genre de personnes. L'homme d'affaires dans un jet privé n'a rien à y faire. C'est aussi débile que de transporter de l'ultra fast fashion dans des avions cargo. Ça n'a absolument aucun sens. Un avion cargo, ça doit transporter de la nourriture pour une crise humanitaire. Voilà, c'est à peu près tout. En parlant d'histoire de Shadok, tu as une série sur LinkedIn qui est vraiment chouette, qui s'appelle Ringardiser la performance. Je vous invite vraiment à les consulter parce qu'il y a des exemples vraiment savoureux parfois. Aurélien Barraud parlait déjà de ringardiser les SUV, les piscines privées, les city trips en avion. Cyril Dion propose qu'on se tourne vers de nouveaux récits positifs et inspirants. C'est quoi ton avis sur ces récits inspirants et ce serait quoi un récit positif et inspirant de la robustesse? Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que ce récit inspirant, il est là.
En fait, ce n'est pas une utopie lointaine. Ce monde robuste, il est déjà là. Mais ça, en fait, c'est la bonne nouvelle, c'est qu'on est dedans. Mais on ne s'en rend pas compte. C'est parce qu'en fait, on a des lunettes de soleil, si vous voulez, un peu obscurcies par le culte de la performance. C'est la fameuse phrase, hein, l'arbre qui tombe fait plus de bruit qu'une forêt qui pousse. L'arbre qui tombe, là, fait beaucoup de bruit. Hein. Il est assourdissant. Donc on n'entend que les Trump, que les Poutine, que les Netanyahou et compagnie, et ils prennent toute la place. Mais à côté de ça, il y a énormément de projets robustes dans les territoires. En agroécologie, le tout réparable, l'économie de la fonctionnalité, les coopératives, l'habitat partagé, les AMAP, les conventions citoyennes, enfin, vraiment, c'est énorme, il y en a partout. Et en fait, d'ailleurs, c'est un conseil. Hein, moi, je conseille à tout le monde, vous prenez votre habitat et vous regardez autour et faites une veille sur les projets robustes qui vous entourent. Et vous allez en trouver plein. Donc en fait, le monde robuste, il est déjà là. Et il est beaucoup plus là aujourd'hui qu'il y a 20 ans. C'est qu'en fait, on a vraiment cranté. Et notamment dans la décennie 2010-2020, c'est là en fait que je perçois le basculement des Meadows, finalement, la partie positive du basculement. C'est là que ça s'est passé, finalement. C'est là qu'on a monté en échelle. Et donc en fait, on est dans un moment complètement paradoxal, parce que ce monde robuste, il est déjà là, mais ça reste une minorité active. C'est pas encore un modèle, c'est pas dans la culture générale. Ce qui est dans la culture générale, c'est encore la loi de l'offre et la demande, la performance positive, pour dire un peu brutalement, passer ses vacances à Dubaï, c'est génial. Voilà, ça c'est dans la culture générale. C'est ce qui domine encore. Sauf que non, en fait, ça c'est mort en fait. C'est zombie. C'est en fait, si je le dis d'une autre façon, c'est mort et Trump c'est le défibrillateur. Bon, il ne va pas se réveiller, hein, le monde d'avant. Hein. Il est vraiment mort. Hein. Et plus on avance, plus c'est en train de s'autodétruire. Donc, le monde robuste est déjà là. Donc, ce n'est pas une utopie lointaine. C'est surtout ça que je veux dire, c'est qu'il est déjà là. Et donc, c'est là où c'est un choix politique, personnel, de l'habiter et d'y aller. C'est vraiment nettement plus joyeux. Toujours pareil, hein, c'est le monde de la performance, c'est le monde de l'autoroute qui est très triste. Il n'y a pas grand-chose à regretter du monde de la performance. Le monde de la robustesse n'exclut pas la performance en plus. Donc, ce n'est pas pour dire qu'on n'aura plus d'hôpitaux avec des super outils hyper high-tech, etc. Mais c'est vraiment quand on en aura besoin. Ce ne sera pas par défaut qu'on va mettre des robots partout, voilà, du DAB pour la radio, etc. Quoi. Non, ça, non. Mais quand même, au niveau international, géopolitique, alors les drapeaux sont tout à fait arbitraires, hein, n'y voyez aucun message. Et au niveau technocratique aussi, il y a Musk, Trump, Bezos, Poutine, tous ces gens-là. J'ai un peu l'impression, et j'aime bien utiliser cette image, qu'il y avait un buffet ouvert à volonté, que tout le monde se gavait, que là maintenant, on commence à prendre conscience que le buffet va bientôt fermer, et qu'il y en a qui se gavent un max, le plus vite possible, au détriment de tous les autres, en faisant beaucoup de bruit, comme tu disais. Est-ce que c'est durable ou est-ce que c'est une sorte de chant du cygne, c'est la dernière étape avant qu'on n'entende plus parler et qu'ils aillent sur Mars tout seuls et puis on est tranquille? C'est le chant du cygne noir. Oh, joli. En fait, ils se ressemblent beaucoup, tout cela. Hein. Bon, c'est un peu des vieux hommes blancs névrosés ultra riches, hein, pour le dire rapidement. Ils se ressemblent beaucoup, ils ont tous peur des femmes. Ils rentrent dans certains critères, hein, quand même. Les États-Unis sont en train de se talibaniser, il faut quand même le dire. Hein. Il y a des femmes qui meurent parce qu'elles ne peuvent pas avorter à temps, aujourd'hui. Hein. C'est quand même dingue. Hein. Bon, ça c'est les ultra-performants qui se radicalisent, hein, qui s'extrémisent plutôt. Et ils se ressemblent beaucoup, donc ça veut dire qu'on est au seuil. Poutine est au pouvoir depuis plus longtemps que Staline. Ça devrait nous rassurer, hein, quelque part. C'est qu'on arrive au bout, là, quand même. Hein. Alors, je sais bien qu'avec Xi Jinping, ils veulent se prolonger, hein, mais ça, c'est toujours pareil. Leurs projets, ce sont des projets de mort, d'être des surhommes. Alors, quand on survit, c'est qu'on est mort. Hein. La survie, c'est qu'on n'est plus vivant. Hein. Quand on veut aller sur Mars, c'est rejoindre une planète morte. Des bunkers, c'est des tombeaux. Sam Altman qui veut mettre son cerveau dans une machine. Tout ça, c'est que des projets de mort. Donc ils ont encore un écho parce que bon, la pulsion de mort, ça attire pendant un moment, mais ça ne va pas durer. La pulsion de vie, c'est imbattable. C'est imbattable et c'est très désirable. Alors en France, là, on est dans une période électorale. Alors en Belgique, à vrai dire, je ne sais jamais trop en fait. Alors on le saura à Noël, je crois. On devrait le savoir à Noël parce qu'on a quelques petits rebondissements.
D'accord, ben voilà, parfait. Mais c'est le moment ou jamais. C'est-à-dire que c'est un boulevard, cette histoire de robustesse. C'est quand même du désir. C'est la pulsion de vie la plus profonde, durer et transmettre. Qui ne veut pas être robuste? Tout le monde, enfin, tout le monde peut répondre à ça. Ça répond beaucoup plus que la sobriété, par exemple. C'est des valeurs profondes qu'on a en nous et qui, alors un double fait, c'est que c'est viable dans le monde qui vient, qui va être de plus en plus fluctuant, mais en plus, ça ringardise l'ancien monde. Donc il y a vraiment un effet catalyseur, si vous voulez, du basculement. Et donc là, pour moi, il y a un projet politique à inventer derrière. Alors, c'est pas ma place. Moi, je suis un scientifique, je suis juste un éclaireur. Donc c'est pas moi qui vais décider. Mais il me semble que là, je pousse fortement pour que si vous vous sentez de porter un projet politique sur ces sujets-là, là, c'est le moment. C'est vraiment un boulevard. On a besoin de créer du désir. Alors, c'est un peu l'impasse généralisée. C'est le moment d'ouvrir des lucarnes. Donc, si je te comprends bien, il y aurait une lumière au bout du tunnel. Malgré tout, hein, tu parles de beaucoup de choses dans tes bouquins, la gestion des biens communs, les décisions citoyennes, enfin, des tas de choses. Toi, tu le vois souvent au quotidien, dans les gens que tu rencontres, dans les associations que tu vois, parce qu'on pourrait se dire, il y a cette fameuse théorie, je ne sais même pas si elle est vraie, qu'il faut autant de pourcents de la population pour que ça bascule. Je ne sais pas du tout quel fondement ça a. Mais est-ce que toi, tu es dans la famille des optimistes quand même? Oui, alors moi, je le dis en 2 phrases. Hein. Il est trop tard pour être pessimiste. Okay. Et tous les résistants sont des optimistes. Voilà. Donc on est dans ce moment-là. Et en effet, moi, tous les collectifs que je croise, dans tous les champs, hein, que ce soit en agriculture, même je veux dire, dans l'industrie, partout, hein, enfin, vraiment dans tous les secteurs, hein, même je veux dire, dans les soins palliatifs, dans l'architecture, vraiment, je rencontre des gens de plein de secteurs différents. Eh ben, ceux qui sont habités par ce monde fluctuant, qui ont compris, qui ont développé des solutions robustes, mais ils ont la banane, hein, parce qu'ils savent que voilà, ils ont réenchanté le risque. Ils ne font plus de la gestion du risque. Ils réenchantent le risque. C'est un peu la même attitude qu'un jazzman qui démarre une improvisation. Il ne va pas voir les erreurs comme un problème. Il va jouer avec, il va danser avec les erreurs. Enfin, il ou elle, hein, évidemment. Hein. Ben, ça, c'est une approche de robustesse. C'est se construire sur les fluctuations, avec les fluctuations. Ben, ce monde-là, il est très joyeux, il arrive, et les collectifs que je vois sont vraiment engagés. Voilà. Mais engagés, on sent une motivation profonde derrière ça. Mmh. Et est-ce que ça passe pas quelque part aussi par une forme d'éducation? Comment est-ce qu'on peut intégrer cette notion de robustesse dans nos systèmes éducatifs, dans l'éducation qu'on donne nous-mêmes à nos enfants? Et puis, cette soirée est quand même organisée par des écoles supérieures. Donc, comment on met de la robustesse dans la manière dont on transmet, dont on enseigne, dont on apprend les uns des autres? Alors, c'est une question de beaucoup de posture. L'éducation, on va dire, à la robustesse ou dans la robustesse, c'est une posture qui change. C'est que le professeur n'est plus quelqu'un qui va apporter des réponses, c'est plutôt quelqu'un qui apporte des questions. En fait, c'est quasiment une approche philosophique. Hein. On questionne la question et ce sont les élèves qui vont chercher les réponses, collégialement. Donc, c'est beaucoup plus lent, c'est plus hétérogène, mais c'est plus une école où on apprend, c'est une école où on apprend à apprendre. Et donc c'est comme ça qu'on démine les fake news, les infox et tout ça. On apprend à coopérer, donc on apprend à parler avec des personnes qui ont différentes cultures, différentes traditions. Et puis ce qui se passe, c'est qu'à la fin, ce petit groupe-là qui a coopéré va expliquer aux autres ce qu'il a appris. Donc reconnaissance physiologique. Le besoin de reconnaissance, c'est un besoin primaire. Donc quand on va à l'école, on a une dose de reconnaissance qui vient du travail qu'on a fait collégialement en coopération. Et comment on évalue ce travail-là? Donc on ne va pas évaluer le premier de la classe qui a écrasé tous les autres, hein, qui est de la compétition violente, hein, qui est humiliante même pour ceux qui peuvent le prendre quand même assez mal. Ça. Non, c'est en fait celui ou celle qui explique à ses camarades ce qu'il ou elle a découvert. Eh ben, non seulement il y a de la reconnaissance, mais c'est surtout un moment de coopération qui est célébré. On ne célèbre pas la compétition, on célèbre le partage, la coopération, et on évalue les capacités de partage. Donc ça, c'est ce que je dis souvent, c'est que dans un monde fluctuant, on a surtout besoin de coopérateurs. C'est qu'en fait, la compétition, c'est pas très compliqué, hein, c'est les plus violents qui gagnent.
Voilà, vous avez gagné 5 années d'école de commerce. Vous prenez plein de choses ce soir. Hein. Alors, par contre, la coopération, très compliquée. La coopération, ça demande des pratiques, du temps. Voilà, il y a les désaccords féconds de Patrick Vivray, enfin plein de pratiques, quoi. Plein d'exemples. Ça se pratique dans la durée. Mais par contre, une fois qu'on a la compétence, après, on ne s'arrête plus. Hein, c'est arborescent. Bon, voilà, ces écoles-là, on en a vraiment besoin. Et le dernier gros morceau de cette espèce de triangle de l'inaction dont on parle souvent, où il y a les citoyens d'un côté, l'État de l'autre, et l'entreprise qu'on a tendance à montrer du doigt en disant « vous êtes les responsables, c'est à vous de bouger ». Ça fait l'objet de ton dernier livre en date, en collaboration. Quand on sait que ces entreprises sont pour l'instant dans le monde de la performance, souvent encore, elles sont soumises aux lois du marché, à la concurrence, la rentabilité. Quelle marge de manœuvre a une entreprise maintenant pour renoncer à une partie de sa performance au profit de la robustesse? Comment est-ce qu'on va dans une entreprise et qu'on les convainc de changer ce paradigme, parce que c'est quand même un renversement complet de la manière de voir les choses. Et ça m'intéresse vraiment de savoir comment une entreprise peut passer de cette performance au toujours plus et à la rentabilité vers cette finalement durabilité dans le temps et devenir robuste. Tu as prononcé le mot. En fait, le premier outil, c'est de démarrer par le monde fluctuant. Il faut revenir au monde fluctuant. Les entreprises qui restent coincées dans le culte de la performance, ça veut dire qu'elles n'ont pas compris qu'on était rentré dans le monde fluctuant. On ne fait pas les mêmes choix quand on a compris qu'on était dans des fluctuations qui augmentent. Et donc, le mot rentabilité, en fait, à peu près tous les mots du dictionnaire, il va falloir les requalifier dans le monde fluctuant. En fait, il faut réaliser que les mots du dictionnaire ont 5000 ans. Hein, voilà, l'écriture, ça a 5000 ans. 5000 ans de l'Holocène, de stabilité climatique. Donc la plupart des mots ont été qualifiés en faisant l'hypothèse du monde stable. Et alors c'est encore pire pour les mots du management, hein, qui ont 80 ans. Là, c'est le monde de l'abondance du pétrole. Donc là, c'est carrément l'idéologie du monde stable. Et donc la rentabilité d'une entreprise, ça c'est dans la loi. Une entreprise doit être rentable. Alors elle doit être plein d'autres choses aussi, hein, mais d'un point de vue économique et financier, elle doit être rentable. Alors, cette rentabilité, si vous allez dans les écoles de commerce, écoles de management, on va dire standard, on va vous dire que la rentabilité d'une entreprise est positivement corrélée à sa performance. Voire même que l'objectif d'une entreprise, c'est de faire de la performance, en faisant une confusion complète entre performance et rentabilité. C'est des mots interchangeables. Hein. Parfois, on ne sait pas très bien si on parle de rentabilité ou de performance. Alors, non, voilà, faut bien qualifier les choses. Dans un monde stable et abondant en ressources, oui, la rentabilité d'une entreprise est corrélée à sa performance. Ce sont les plus performantes qui sont les plus rentables. Dans un monde fluctuant, instable, en pénurie chronique de ressources, ce sont les entreprises les plus robustes qui sont les plus rentables. Parce que les entreprises les plus performantes, ce sont les plus canalisées, les plus spécialisées, les moins adaptables, et donc ce sont des étoiles filantes qui explosent en vol. Ce sont les plus fragiles. On est en train de basculer du too big to fail au too big not to fail. Et bon, il y a plein d'exemples, hein. Boeing, Evergrande, Nike, tout ça c'est en train de dévisser très rapidement. Le Crédit Suisse, voilà, qui a disparu. Tout ça, c'est... donc là, en fait, il faut bien définir les termes. Donc, rentabilité, mais vous pouvez prendre plein d'autres mots. Hein. En fait, quand on prend le monde fluctuant en premier, on met ça en facteur commun et on redéfinit tous les mots de l'entreprise. Donc, rentabilité, délai, par exemple, délai entre commande et livraison. Dans le monde stable, abondant en ressources, on essaye d'avoir le délai le plus court possible. Dans le monde fluctuant, on essaye d'avoir le délai le plus fiable possible. Le délai le plus fiable, il est plus long. Mais vu qu'il est plus fiable, on s'organise, ça apaise le fournisseur, le client, les collaborateurs. Voilà, c'est ça le monde de la robustesse. Et donc on peut prendre tous les mots comme ça, je ne vais pas vous faire tout le dictionnaire, hein, mais il y a des mots qui ne vont pas changer. Hein. Girafe, ça restera pareil. Mais il y a d'autres mots qui vont vraiment changer. Quoi. Mais justement, dans cette manière d'approcher l'entreprise, on voit de plus en plus de coopératives, de gens qui finalement mettent la main sur leur outil de production, qu'ils travaillent eux-mêmes, et ils décident ce qu'ils font de cet outil, comment ils redistribuent des bénéfices, est-ce qu'ils les réinvestissent, est-ce qu'ils font autre chose avec. Est-ce que ce mode collaboratif, c'est pas aussi l'avenir quelque part du monde qui vient, et c'est de nouveau plus de liens.
et moins de biens. Et on voit ça partout, l'économie de l'usage plutôt que de la possession et des choses comme ça. Est-ce que c'est un passage obligé de nous reconnecter tous ensemble pour maîtriser finalement ce qui nous entoure? Enfin, voilà, est-ce que c'est vraiment un fondamental? Est-ce qu'on passera par là d'office? Ah oui, oui, ça c'est un fondamental vraiment essentiel, c'est-à-dire que dans le monde de la performance, le citoyen est un consommateur. Dans le monde de la robustesse, le citoyen est un coopérateur. Donc, par exemple, quand on fait des objets réparables, le citoyen est un coopérateur, parce qu'il va réparer ces objets. Et donc il y a plein de choses comme ça. L'investisseur, dans le monde de la performance, c'est un investisseur qui attend un retour sur investissement. Dans le monde de la robustesse, l'investisseur, c'est un assureur qui demande des gages de robustesse aux entreprises dans lesquelles il investit. Donc c'est vraiment, on inverse, le décideur dans le monde de la performance, c'est un meneur. Le décideur dans le monde de la robustesse, c'est un facilitateur, une facilitatrice. C'est vraiment d'autres mécanismes, quoi. Et donc, en effet, l'économie de la fonctionnalité, le lien propriétaire, ça, c'est une chose qui va changer complètement. Et donc, c'est pour ça que quand tout à l'heure je disais que le monde d'avant est mort, hein, c'est le capitalisme qui est mort, au sens capita de la tête de bétail. Le capitalisme, ce qui définit au cœur, hein, le capitalisme, c'est la propriété. Alors, ce n'est pas pour dire qu'en robustesse, il n'y aura plus de propriété. Il y aura toujours des propriétés et des propriétaires, mais ce ne sera plus le modèle par défaut. Et oui, je le dis au futur, je devrais le dire au présent. Les voitures partagées, les vélos partagés, les bibliothèques d'objets, les médiathèques, les bibliothèques de livres. En fait, il y a énormément d'objets partagés, les habitats partagés. On est déjà dans ce monde-là, en fait. Et donc, c'est de nouveau un monde beaucoup plus joyeux. Et c'est pas forcément, faut pas voir ça comme une communauté hippie où tout le monde se partage des trucs. Non, ça ressemble beaucoup au monde dans lequel on est, parce qu'on y est déjà. C'est juste qu'il y a des parties privatives, il y a des parties partagées, voilà, des espaces partagés, des communs de l'eau, par exemple. Voilà. Tout ça, ça existe déjà. Et donc ça, c'est un incontournable. Et en fait, quand on réfléchit bien, bah, c'est là où c'est plus rentable. Bah, si je suis vraiment ras des pâquerettes au niveau financier, si vous avez, je vais prendre mon exemple de la perceuse que je prends tout le temps, hein, parce que c'est un exemple qui est bien documenté de l'ADEME en France. Donc une perceuse, hein, entre le moment où vous la fabriquez et le moment où elle part à la benne, on l'a utilisée 12 minutes. Donc on peut partager la perceuse. Bah, comment on fait dans l'économie de la fonctionnalité? Vu que c'est une perceuse qui va circuler entre plusieurs mains, bah, c'est une super perceuse haut de gamme, vraiment top, quoi. Donc très robuste, parce qu'elle doit passer entre plusieurs mains. Donc c'est du haut de gamme, de la qualité. Et pour y avoir accès, on paye 1 €. Donc le haut de gamme est moins cher. Alors, il y a en Belgique l'expérience de Decathlon avec Luc Tierlink, qui s'appelait WePlay Circular. Ils ont fait les calculs. D'ailleurs, je ne me souviens plus exactement des chiffres, hein, mais c'est absolument incroyable. Quand ils avaient des objets comme ça en location, donc on s'éloigne du lien propriétaire, c'était 3 fois moins cher pour les clients. Le chiffre d'affaires, c'était au moins x3, peut-être même x6, donc c'était plus rentable. Et l'empreinte carbone, c'est juste l'empreinte carbone, était divisée par 15. Donc on se demande vraiment pourquoi on est encore dans le monde d'avant. En fait, on est comme des bourrins à brûler du pétrole pour gagner presque rien. C'est pour ça que je dis que c'est mort, quoi. Voilà. Mais c'est très bien. On est en train d'inventer un nouveau monde en ce moment-là. Voilà. Tu parlais des perceuses, c'est un peu comme ce fameux débat sur la voiture électrique, hybride, thermique. J'ai l'impression qu'on se trompe un peu de débat ou de problématique. Le problème, ce n'est pas la motorisation de la voiture, c'est l'usage de la voiture, chacun la sienne. Et j'ai l'impression qu'on est tellement enfoncé dans sa propriété, la facilité, je l'ai quand je veux, au moment où je veux, je ne dois pas m'organiser, elle est devant chez moi, je pars avec. Est-ce qu'on ne devrait pas aussi peut-être plus mettre en avant les avantages, et pas peut-être un seul, et peut-être même pas un avantage dans longtemps, mais maintenant, j'ai l'impression qu'on a tendance à oublier de parler de tout ce panel d'avantages de qualité de vie, même financiers. Qu'est-ce qu'on peut faire pour mettre ça plus en avant? Parce que c'est quand même ça qui freine, c'est que les gens ont l'impression que c'est une contrainte, alors qu'il faudrait changer ça. Voilà, en fait, c'est là où on peut rejoindre la décroissance, qui est un renoncement, enfin c'est négatif. Alors si on bascule de la performance à la robustesse, il y a des choses qui vont changer. Donc le lien propriétaire, c'est vrai que c'est un lien viscéral, hein, parce que si on est des consommateurs, c'est qu'on veut être propriétaire. Donc si on n'est plus propriétaire, alors là, on peut se dire, bah, mince quand même, il me manque un truc, quoi, hein, j'ai renoncé à quelque chose. Et donc en effet, il faut lister les avantages associés. Donc des objets de meilleure qualité, moins chers, finalement plus proches,
qui font du lien social, question de souveraineté, qui maintiennent une économie de services qui n'est plus une économie de biens, mais une économie de liens. Plein de choses, hein, moins de pollution, etc. Donc, ouais, on peut vraiment lister un paquet de bénéfices individuels, hein, pas seulement pour la société, hein, vraiment des bénéfices individuels. Et donc, par contre, ce qu'il faut viser là, on ne liste pas les bénéfices pour convaincre de basculer dans un autre monde. On liste des bénéfices pour s'arrêter. En fait, pour se dire, ah tiens, là, je suis peut-être en train de passer à côté de quelque chose, quoi. Donc de susciter cet étonnement, de se dire, ah oui, quand même, est-ce que c'est quand même pas plus intéressant de l'autre côté? Est-ce que le gazon n'est pas plus vert de l'autre côté? Donc juste créer ça, ce moment d'arrêt, et ben, en fait, une fois qu'on s'est arrêté, c'est gagné. Parce que évidemment que c'est beaucoup plus désirable ce qui se passe à côté. Enfin, je dis évidemment, peut-être pas évidemment, mais on le fait une fois, deux fois, trois fois, la quatrième fois, ça y est, on est convaincu. Hein. Et surtout aujourd'hui, c'est qu'il y a 20 ans, c'était plus compliqué. Hein. Il y avait moins d'objets partagés, il y avait moins de voitures partagées, il fallait vraiment attendre pour avoir une voiture. Mais là, maintenant, il y en a vraiment beaucoup, beaucoup. Mais il y a plein d'autres modèles. J'ai dit la voiture partagée, mais il y a plein d'autres choses. Hein. Alors, ça dépend des territoires, évidemment. Donc, mais il y a aussi des alternatives. Les véhicules intermédiaires pour le monde rural, on est un peu loin des centres urbains, où il y a peut-être moins de voitures partagées, mais même on peut partager sa voiture avec ses voisins. Hein. Il n'y a pas besoin d'avoir un modèle économique démentiel pour faire ça. Mais même, bon, imaginons que ce n'est pas le cas. Les véhicules intermédiaires, c'est des petits véhicules pour les mobilités du quotidien. C'est des voitures réparables. Ça veut dire qu'on a au moins de l'autonomie sur... voilà, c'est au moins une voiture réparable. On a au moins cette capacité à réparer sa voiture chez soi. On n'est pas dépendant d'une mise à jour que nous envoie Tesla, quoi. Alors, je ne sais pas toi, mais moi, je commence à avoir une petite soif. Avant d'aller partager un Orval au bar à l'étage, quand on aura fini, n'hésitez pas, le bar est en haut. Après être passé, faire une petite dédicace par Olivier, vous aurez l'occasion d'échanger avec lui à ce moment-là. J'aimerais te poser une toute dernière question. C'est quelle est la question que tu aurais voulu que je te pose là maintenant, que je ne t'ai pas posée? Quel est le concept à côté duquel je suis passé à côté? Ou quel est juste peut-être le mot de la fin pour nous encourager à continuer à développer cette robustesse individuelle et collective? Alors, il y aurait plein de choses. Peut-être que... Peut-être la santé commune. Allez. La santé commune, c'est qu'en fait, au début, là, je vous parlais de l'Institut Michel Serres et du contrat naturel et de la loi des besoins et des ressources, qui est une grammaire qui permet d'articuler certains concepts du champ socio-écologique. La santé commune, c'est une façon de rentrer dans cette grammaire, finalement. La santé commune, c'est une santé où la fondation, c'est la santé des milieux naturels. On prend soin des milieux naturels. Pour prendre soin des milieux naturels, on le fait à plusieurs, donc ça crée du lien social, et donc ça nourrit la santé sociale. La santé sociale, elle est au service de la santé des humains, des individus, la santé publique. Là, vous avez une pyramide hiérarchique. La santé des humains dépend de la santé sociale dépend de la santé des milieux naturels. Quand on pense comme ça, en fait, ce qui est incroyable, c'est que l'économie n'est plus la contrainte d'entrée, c'est le produit de sortie. Donc là, on a réencastré l'économie dans le social, hein, pour citer Karl Polanyi. Et en fait, l'économie est à sa place. C'est-à-dire que le monde de la robustesse, ce n'est pas un monde qui est contre l'économie, ce n'est pas un monde qui refuse l'argent, ce n'est pas un monde qui refuse la rentabilité. Non, c'est un monde qui le met à sa place et qui nous fait atterrir. Et donc la santé, alors non seulement c'est opérationnel, c'est-à-dire que là on est terrestre, on atterrit, mais c'est aussi une façon de rendre la question socio-écologique intime. C'est que si je vous parle de gigatonnes de CO2, il y a peu de chances que ça vous mobilise, c'est trop loin. Si je vous parle de santé, là on est tous à bord. Il faut juste réaliser que cette santé, la santé de notre corps, notre écologie intime, dépend de la santé sociale de notre territoire, qui elle-même dépend de la santé de nos milieux naturels. On dirait du Bruno Latour ou du Ivan Illich. C'est magnifique. Olivier, un grand merci. Merci beaucoup pour tes réponses. Merci. Wow. Allez.
Je voudrais juste remercier encore une fois l'Alliance Transition écologique, HERS, ULG, Arlon, Campus Environnement, Enalux, Luxembourg Créative, le ROX qui nous accueille. Merci Anaïs, merci Marc. On se retrouve donc à l'étage pour boire un verre. Attention sur la route, pas trop d'orval. Ça peut glisser même si on profite d'un microclimat. On se retrouve également juste à la sortie de la salle si vous voulez acheter un des livres d'Olivier, lui faire un petit bisou et boire un Orval avec lui pour une petite dédicace. Merci beaucoup et bonne soirée.